la différence entre une personne qui le dit, qui le pense, puis il dit, toi, tu le fais. Nonobstant que moi ça fait longtemps que j'ai arrêté que je m'arrête plus à ça va-tu fonctionner, ça va-tu pas fonctionner. Fait que je fais des projets, puis je pense que les gens ils ont peur de l'échec, puis ils ont peur de ce que les gens vont juger en disant ah tu as fait ça, ça n'a pas fonctionné. J'en ai fait plein de projets. Je l'avais quantifié à un moment donné. Je pense que j'ai fait 17 projets total. Puis avant. Mais tu sais, je peux considérer que sur les 17, il y en a peut-être 7 qui ont réussi. Est-ce qu'on est confiant là, que le gouvernement québécois gère bien notre argent quand ils vont dire hey, on va investir dans telle compagnie? Zéro ben ball. Quand tu nous sors un site web à 1,3 milliard, est-ce qu'on est censé avoir confiance? Ça, c'est fou. Ça, on peut t'en parler 2 secondes? Ah ouais, ils ont sorti un site web, 1,3 milliard, que toi, t'as fait en 6 heures. Ça. Hey, merci d'être là. On a réussi à l'avoir finalement. Oh, Léon, quelle aventure! La dernière fois, je me souviens, je pense qu'il n'y avait pas eu une tempête ou quelque chose de même. Là, non. j'ai dit, non, c'était quoi? C'était pas ça. Parce que moi, ça fait combien de temps de ça? Ah, ça fait un bout, là, ça fait peut-être 3-4 mois, là, mettons. C'était pendant l'hiver. Ouais. Il y avait de quoi? J'ai fait comme, oh shit, OK, c'était à Saint-Lambert. Je pense que j'avais peut-être pas regardé. Non, je t'explique. Moi, je suis courtier dans la vie. Ouais. Puis c'était quand, avec Ubi, tu faisais un gros boom sur les réseaux. En passant, moi, je suis pour Ubi, je suis pour la compétition. C'était pas ça, mais pour moi, c'était chaud avec la communauté de courtiers. Là, j'étais comme, fuck, Eric. On va le remettre. C'est comme peut-être pas le bon moment, tu sais. Fait que... c'est réglé. On peut pas en parler parce que c'est pas encore 100% réglé. Là. De toute façon, ça va demeurer confidentiel, l'entente. Mais de toute façon, moi, je suis plus là-dedans. Fait que... OK, fait que c'est un peu une question. Ben non, monsieur, j'ai été l'initiateur. Ben, tu sais, on peut pas parler du résultat là, parce qu'il y a eu des poursuites là-dedans et tout ça. Là. Ah ouais? Moi, j'en suis sorti positivement gagnant. Là. Je suis correct, là, mais ça reste que ça. Là, c'est en train de se finaliser. Là, fait que Mais moi, j'étais plus dans J'étais plus avec eux autres. Là. Moi, j'avais vendu comme. Moi, j'ai pris l'idée, je l'ai vendu. Poursuivre? Ben, le groupe Abatio s'est fait poursuivre, ça, mais moi, je me faisais poursuivre aussi personnellement. Parce que Centris, il pensait que j'étais comme le grand Manitou en arrière, tout ça caché, en arrière d'un cover. Là, j'étais comme, OK, ça n'a pas d'allure. Là. Fait que, il y a eu beaucoup de négociations là-dessus, mais ça a fini par achoper, là, puis ça a fini par se régler. Puis là, c'est en train de. Je pense qu'il reste 5 les documents à signer. Là, je sais pas si je vais le dire ça, mais moi, perso, je trouve que pas Centris, mais l'OASIC, là. Je pense que c'est le site mafia, là. C'est comme. C'est un autre. Moi, ce que je trouvais, puis même encore aujourd'hui, je l'explique à des courtiers, c'est pas le courtier. J'ai pas rien contre le courtier. Les courtiers l'ont mal pris. En fait, pas tous les courtiers. Il y a bien des courtiers qui l'ont mal pris. Puis là, ils se sont sentis attaqués tout de suite parce que j'ai dit. C'est sûr que j'ai fait des généralités où, à un moment donné, j'ai dit, c'est métier de crosseur, tu sais. Mais en même temps, il y avait le côté, puis c'est sûr que ça faisait réagir parce que d'un côté, tu défends la population, puis de l'autre côté, tu as 16 000 courtiers qui sont prêts à t'assassiner. Hey, j'avais les courtiers, j'avais le père d'une courtière, là, ça finissait plus, là, la famille. Là, c'est comme tout le monde. Je suis comme, ouais, mais explique-moi comment tu peux vendre une maison de 500 000, collecter une commission de 25 000 en 24 heures. Explique-moi où est-ce que ça fait du sens. Personne n'est capable de répondre à ça. Fait que moi, c'était ce point-là. C'est pas dire, hey, j'ai mis une maison en vente, puis on a fait plusieurs visites. Puis là, ça fait un mois, puis j'ai mis de la publicité. Puis, good, t'as travaillé pour, là, t'as eu un marketing. Mais les maisons à 500 000, là, ça se vend de même. C'est ta MIP, elle est disparue, là, comme en l'espace de 24 heures. C'est là-dessus que Ubi est venu régler un peu ce problème-là. C'est pas juste de régler ce problème-là, mais je pense que c'est bon, la compétition. Ben oui. C'est bon Ça a fait bouger. Là, moi, le pire, c'est que Ubi, la façon qu'il est faite là, c'était pas mon modèle d'affaires à moi. Okay. Moi, initialement, c'était vraiment gestion intelligence artificielle. Puis tu mettais ta maison en vente avec ton téléphone. Puis là, c'était vraiment juste ça. Puis eux, ils l'ont amené à une autre direction. Puis moi, c'est pour ça que j'ai dit, regarde, je respecte l'idée, mais moi, ça m'intéressait pas. Puis de toute façon, Ubi, j'avais passé déjà dans ma tête à autre chose. Parce que comme j'ai déjà expliqué, mon chum est décédé. Puis j'étais censé le faire avec lui. Fait que j'avais plus versus l'initial, le projet, puis après, où est-ce que ça en était rendu, j'avais plus cette drive-là, où est-ce que quand même, let's go, on va y aller. Puis j'avais vu, tu sais, c'était négatif, là. De te faire attaquer tout le temps constamment par, c'était comme day after day, puis les enfants, ils ont fait comme, on a notre business, ça vient... T'as pas besoin de ça pour vivre dans le Pas besoin de ça pour vivre. Là, j'ai fait comme, sais-tu quoi, c'est pour ça que j'ai vendu l'idée, j'ai vendu le projet, puis that's it, tu sais, ça paraît pas, mais juste le UB, mettons, les 4 lettres, essaye de trouver un nom de domaine à 4 lettres qui
qui sonne bien. C'est toi qui l'avais choisi. Oui, c'est moi. Pendant la COVID, j'avais... Initialement, le UB, là, ça devait être comme vendre des produits industriels parce que pendant la COVID, moi, j'avais créé BIOS, qui est ça aussi, c'est niaiseux, mais tu sais, BIOS, c'est juste 5 lettres, puis tu sais, ça sonne C'est quoi, bien. BIOS? C'est les désinfectants pour les mains. OK. Mais moi, versus plein d'autres personnes, je voulais en faire un brand parce que Purell s'était retiré du marché québécois pour comme fournir tout le marché mondial. Fait que moi, j'ai dit, regarde, on va créer un brand qui va durer dans le temps. Puis je suis vraiment le seul parmi tous les brands pour dire qu'il n'y a même pas d'autres brands qui se sont créés, que encore aujourd'hui, c'est en vente dans les pharmacies. Puis fait que, tu sais, ce job-là... Fait que ça roule encore. Ça roule encore, BIOS, mais tu sais, pas au même niveau que peut-être qu'on a eu pendant la pandémie, mais il y a encore des gens qui l'aiment. C'est encore un bon produit. Puis on est les premiers à l'avoir amené au citron. Fait qu'on avait amené cette odeur-là. Le monde, il tripait au bout. Puis, tu sais, tout le monde en avait. Je recevais des photos partout. Mais il reste que moi, UB, c'est venu de là. Là, je dis, hey, il y a une grosse demande pour... en fait, UB, c'était proche de Uline. Parce que tout le monde pense que c'est Uber que j'ai copié, mais pas copié, mais que j'essayais de chercher la phonétique. C'était Uline. Uline vend des produits industriels, sacs à poubelle, balais, tout ce que les entreprises ont de besoin. Fait que j'ai dit, hey, on pourrait faire ça, mais au Québec, vraiment comme supplier les industries. Fait que là, j'ai fait comme UB, puis UB, c'était les abeilles, c'était UB, les abeilles travaillant. Puis après ça, c'est devenu, non, je dis, on ne fait pas ce projet-là. Là, c'est devenu une idée pour vraiment ceux qui cherchaient des gens pour travailler à la maison. Fait que là, mettons, là, ça devenait plus comme un Uber. Mais Uber, mais t'as besoin d'un gars pour tondre le gazon, t'as besoin d'un gars pour faire des travaux, laver tes vitres, entretien paysager, entretien, le ménage à la maison, réparer une moulure, changer une armoire, whatever que ce que t'avais à faire, homme à tout faire. Là, c'était UB, puis là, le concept des abeilles est revenu. Je me suis dit, hey, ça va être comme plein de petites abeilles qui travaillent, qui font des choses chez les gens, puis les gens peuvent booker avec leur cellulaire. Très fort. Puis ça, je le ramène, cette idée-là, je suis en train de travailler dessus. Mais que là, après ça, UB est devenu pour les maisons parce que à cause de ce seul et unique vidéo que j'ai fait J'ai fait cette vidéo-là en 2024, septembre 2024. Ça fait longtemps, pareil, là, c'est juste le temps passe vite. Bientôt 2 ans. Puis c'est là que j'avais fait une vidéo. Hey, savez-vous quoi? On va investir 1 million. Puis, ça a fait réagir. Ça a fait réagir. Même le million, c'était pas ça. Ça aurait coûté globalement 250 000 pour vraiment faire une application AI, puis après ça, un autre 250 000 en marketing. Tu sais, c'était peut-être un demi-million. Fait que moi, je me disais, hey, j'ai 1 million que je suis prêt à investir pour faire que ça va changer au Québec. Puis là, ça arrivait comme un... Puis là, mais il n'y en avait pas d'idée à ce moment-là. Là. C'était même pas une idée. C'était juste comme, hey, provoquons le monde, voir, tu sais, est-ce que ça peut être une idée? Ben oui. Je fais ça souvent en marketing. C'est lance l'idée, vois la réaction, puis après ça, on fait de l'idée. Fait qu'on bâtit, moi j'appelle ça, tu bâtis ton parachute en descendant. Puis finalement, c'est de là que ça a parti. Je pense que s'il y a bien quelqu'un au Québec qui fait ça bien, c'est toi. En fait, j'aimerais ça dissecter ce qui se passe dans ton cerveau. Là. Je pense qu'il y a tellement d'informations utiles, autant pour l'entrepreneur que starter des business. T'as un mindset complètement fou. La distinction, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire, c'est la différence entre une personne qui le dit, qui le pense, puis il dit, toi, tu le fais. Nonobstant que moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté que je m'arrête plus à ça va-tu fonctionner, ça va-tu pas fonctionner. Fait que je fais des projets, puis je pense que les gens ils ont peur de l'échec, puis ils ont peur de ce que les gens vont juger en se disant ah, tu as fait ça, ça n'a pas fonctionné. J'en ai fait plein de projets. Je l'avais quantifié à un moment donné. Je pense que j'ai fait 17 projets total. Puis, avant. Mais tu sais, je peux considérer que sur les 17, il y en a peut-être 7 qui ont réussi. Tu sais, qui ont en sens que. Puis réussir, c'est pas des millions et des millions et des millions. Ça peut être juste comme, hey, c'est devenu un projet viable. Peut-être que je l'ai arrêté parce que j'aimais pas ça. Peut-être que je l'ai arrêté pour X, Y raison. Mais ça a pris 17 projets pour en avoir 7 qui fonctionnent. Si tu ramènes ça à un dénominateur commun, on serait peut-être à 1 pour 3, mettons, 1 pour 2, tu sais, dans un 2.5, là, dans ces eaux-là. Mais j'ai déjà vu des compagnies américaines en faire 20 pour en avoir un qui fonctionne. Fait que, tu sais, si t'essayes pas, moi, j'ai les idées, j'ai tout le temps, j'ai mis en place. Des fois, je les donne à d'autres personnes. Je suis une machine à aider. Je pas l'idée du siècle. J'essaye juste de voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis souvent, je me sers des médias sociaux pour ça. Donc, qu'est-ce que les gens ont besoin? Le dernier que j'ai fait, une ferme go, là. Ben oui, je veux dire. C'est simplement parti de... Ça n'a aucun rapport d'où ça a parti. Je vois une vidéo américain, le gars, il parle des codes sur les bananes.
Je n'ai jamais réalisé ça. Il y a des codes avec des chiffres. C'est là que tu en parles, OK. Ouais, la toxicité, puis si, mettons, tu es à 1, c'est vraiment toxique. C'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques qui sont utilisés dans le traitement. Puis là, 4, mettons, là, tu vas scanner le code, puis là, ça te dit, OK, les pesticides sont utilisés, puis 9, ça serait comme biologique, super clean. En tout cas, je connais pas tout. Encore une fois, je te dis, j'ai checké ça 5 minutes. Fait que je suis pas un expert dans ces codes-là. Ouais. Là, je vois ça. Puis, veut pas, l'algorithme t'amène un paquet d'autres affaires. Puis là, je tombe sur des vidéos dire, tu sais, on devrait mieux manger. Puis là, quelqu'un qui compare, voici un steak sur une ferme, puis voici un steak, puis ce même Américain-là. Là, je commence à scroller sur sa page, puis je vois que, OK, c'est vrai qu'il y a une différence entre le steak d'épicerie, puis là, il explique qu'il y a du colorant, puis le steak sur une ferme, le gruyère jaune. Tu sais, c'est ces affaires-là. Puis là, je dis, ouais, mais, tu sais, je fais juste une publication en disant, tu sais, on devrait vraiment, comme, retourner vers la ferme. Puis ça, on était sur le point de lancer Protéines Dépôt. Fait que, tu sais, ça fait un lien avec bien manger. Puis là, je fais juste parler de ça, voir si c'est un sujet intéressant. Tu sais, les fermes, puis reconnecter avec ça, puis peut-être payer moins cher, parce qu'au lieu de toute l'industrie, puis c'était dans le temps aussi qu'il y avait des publications sur, tu sais, ces 3 géants au Canada qui contrôlent toute l'alimentation au complet. Puis là, tu te dis, comment qu'on peut comme passer à côté de ça puis aller directement aux fermes? Puis après ça, je suis vraiment juste allé essayer une application AI pour bâtir des applications. 5 minutes, c'était fait. OK, c'est fast. Puis, mais le concept de FermeGo, c'est quoi exactement? Ben, dans le fond, c'est d'inviter les fermes à publier leur ferme, elle est où. Puis tout ce que tu as à faire, tu vas sur la map, tu fais géolocalisation, puis dans un rayon de 50 km, ça va te donner toutes les fermes qui sont prêtes à accueillir des gens ou qui vendent des produits directement. Ça veut dire que c'est sûr que tu peux aller sur Google, puis là, tu vas dire, hey, ils sont où les fermes? Mais là, tu sais-tu si sont-ils ouverts au public? Est-ce qu'ils vendent des produits? Tandis que là, c'était le fermier qui vient s'inscrire. Puis là, il met ses produits, il met des photos de sa ferme, puis il met un descriptif. C'est débile. Puis moi, ça a commencé avec, dans le fond, la ferme Julius. Pas Julius, c'est Julio. Julio. Je sais jamais comment le dire. C'est Julio à Granby. C'est proche du zoo de Granby. Puis c'est une ferme laitière. Ils ont des fromages, ils ont du lait. Puis nous, on est allé visiter ça l'année passée. Puis on a vraiment aimé. J'étais avec ma fille. Puis le concept, c'était envers l'Ivora pour les animaux. Tu sais, c'est quoi les animaux de ferme? On va aller voir comment que c'est géré, puis tout ça. Fait que là, FermeGo, mais ça a été le premier. Là, j'ai écrit, je disais, hey, tu veux-tu être mon testeur? Viens juste mettre tes informations. Puis on s'échangeait comme ça. Puis il fait, hey, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Puis après ça, à un moment donné, ça a marché. Puis là, on l'a lancé. Tout ça à l'intérieur de 14 jours? J'ai mis 6 heures, honnêtement. J'ai mis 6 heures de temps. Le AI, aujourd'hui, est magnifique pour ça. Puis après ça, la réponse a été comme rapide. Là, on est rendu à... Je pense qu'on est rendu à pas loin de 400 fermes d'inscrites. Là. Puis là, les fermiers ont commencé à m'écrire en disant « Hey, merci. Vraiment, j'ai des nouveaux clients qui viennent, sont venus acheter. » Puis là, nous autres, le concept a évolué parce que ce qu'on veut faire, c'est avec Protéines Dépôt, mais on va se déplacer sur les fermes, faire du contenu, faire un review de la ferme, voir c'est quoi qui se passe, qu'est-ce qu'on peut acheter là. On va même cuisiner, peut-être faire des repas protéinés ou quelque chose comme ça avec nous, les produits qu'on offre. Fait que là, on a comme évolué le concept à travers tout ça. Mais ça, c'est juste te dire, ça, c'est une idée que ma tête a comme pensé. Je pense à ça. C'est Martin qui est venu tantôt? Martin, c'est un chef cook. Oui. Il pourrait aller avec vous, genre, faire le... c'est Martin... Junot. OK. Martin Junot? Ouais, c'est ça. C'est pas le même... moi, c'est l'autre Martin, celui qui avait le restaurant, il faisait cuire du porc, puis c'était toujours avec le porc, c'est Martin. Je sais pas. Il y avait le restaurant à Montréal, comment ça s'appelait? Lui tout, Martin, il y avait 3 restaurants. Au pied de cochon? Au pied de cochon, oui, c'est ça, le pied de cochon. Je sais pas. Anyway, lui, je l'ai croisé justement, il faisait ça comme émission de TV, puis je l'avais croisé à Québec d'un ascenseur. Mais je trouve débile parce que, corrige-moi si j'ai tort, toi, tu ne tires pas profit de FermeGo. Zéro. Tu sais, tu fais ça pour, en fait... J'ai réussi à avoir du hate pareil, imagine, à tirer 0 de profit. Capoté. C'est comme... qui, au final, tant qu'à moi, qui est honorable parce que la base de la société, tant qu'à moi, c'est les gens du domaine de la santé, les professeurs, puis on parle pas assez souvent des fermiers qui... Moi, j'ai travaillé sur une ferme, j'ai grandi sur une ferme, qui travaillent nuit et jour pour des pinottes, en fait, là, tu sais, fait que toi qui fais ça, c'est Je l'ai fait vraiment, tu sais, puis là, il y a des gens qui disent « Ah, je le savais à cause qu'on a mis commandité par Protéines Dépôt. » C'est juste pour en faire un lien en disant... Hey, on vous donne un rabais en plus. Je sais pas pourquoi les gens, des fois, ils arrivent à trouver le moyen de chialer sur quelque chose. Mais justement, les haters, ouais. c'est quoi t'en penses de ça? Parce que c'est sûr que t'en as beaucoup sur tes plateformes. Ouais. T'es quelqu'un de quand même assez polarisant. Tu te dis ton opinion. Puis je suis tellement content de t'avoir ici, Eric, parce que t'es
tant qu'à moi, t'es un bijou du Québec en termes entrepreneurial. Merci. Parce que tu le dis à tout le monde. Puis comme tu le dis dans tes vidéos, comment faire la business, tu sais. Fait que je trouve ça exceptionnel. Puis tu dis ce qui te passe par la tête. C'est pour ça que j'ai parti le podcast au début. C'est pour avoir une plateforme de libre expression. Puis dire ce qu'on veut sans se faire censurer, tu sais. Ben, je pense qu'à un moment donné, il y a toujours moyen, tu pourrais bloquer tout le monde, puis à un moment donné, tu te ramasses juste avec des gens qui pensent toujours comme toi. Puis moi, j'aime beaucoup débattre, j'aime beaucoup m'obstiner, j'aime beaucoup interagir avec les gens. Puis je pense que, sans dire que j'ai raison, ben j'ai pas raison. Au contraire, je le dis souvent, j'ai pas raison sur tout. Mais je vais débattre mon point à la vie, à la mort. Ça veut pas dire que j'ai raison parce que je débat mon point. Puis les gens, souvent, ils arrivent pas à faire la différence entre... Je vais voir des fois en commentaire, il écrit pas Eric, il pense toujours qu'il a raison. Non. C'est pas parce que je débat mon point que je pense que j'ai raison. En fait, oui, je pense que j'ai raison. Ça veut pas dire que j'ai raison. Et là, la distinction. Parce qu'en fait, personne n'a raison. C'est bien rare que tu vas dire, hey, toi, tu as la vérité absolue. Tu sais exactement c'est ça. Puis, il y a des sujets que je me rends compte que comment ça insulte les gens sans même qu'ils s'en rendent compte. Exemple, la Lune. J'ai juste écrit un point, je dis, on va autour de la Lune, donc on n'est jamais allé. Mon concept, c'est juste de dire, si on est allé, on devrait pouvoir y retourner 50 ans plus tard. Ouais, mais là, c'est prévu l'année prochaine. All right, on verra l'année prochaine. Mais pour le moment, on va juste autour. Donc, si on ne retourne pas dessus, c'est parce qu'on ne sait pas comment faire. On n'est jamais allé. Est-ce qu'on est vraiment allé? Et là, tout le monde me dit, oui, OK, c'est quoi tes preuves? Là, il m'envoie des photos. Parfait, la photo, c'est correct. Mais c'est drôle que les photos que la NASA met sont modifiées tout le temps. Ils le disent eux-mêmes. Donc, ils disent, je pense que c'est CGI. Ils vont modifier le rendu de la photo. Ouais. Mais le point, c'est, est-ce que les gens sont capables d'avoir une libre pensée ou si vous prenez simplement ce que le gouvernement vous donne et vous réfléchissez autour de ça ou ce qu'un journaliste vous donne? Est-ce que vous êtes capable de juste sortir en dehors et dire, hey, attends une minute, ça se peut-tu que ça passe pas de sens? Puis malheureusement, le gouvernement laisse des doutes. On va donner un exemple, on va reprendre ça, la Lune. Ils ont toute l'occasion au monde. Ils auraient pu dire, hey, sais-tu quoi? On va passer juste le bon timing pour passer direct au-dessus du site où ce qu'on avait été il y a 50 ans. Ouais. Non, ils n'ont pas décidé ça. Ils ont dit, non, on passe à côté. Donc, ils ont laissé un doute en cause qu'il y avait une chance de juste dire, hey, sais-tu quoi? C'était là, voici, on va vous le montrer. On éteint tout doute. Puis on vous le fait live en plus. On a toute la technologie pour le faire. Fait qu'ils laissent toujours ce doute-là où ce que justement des gens peut-être ont moins confiance au gouvernement. Puis aujourd'hui, ben, malheureusement, c'est ça le point aussi, c'est tu peux-tu vraiment faire à 100% confiance au gouvernement? Non. Mais je pense que, tu sais, là, on rentre dans un sujet peut-être un peu touché, mais le COVID, tant qu'à bois, c'est un exemple parfait. C'est un exemple. Vaccinez-vous. Puis, tu sais, ils ont sorti l'année passée, il y a 2 ans, je sais pas, que finalement, le vaccin, c'était pas si hot que ça ramenait pas les morts, là, tu sais. Exactement. Puis tu sais, je prendrai jamais position en disant hey, je suis anti-vaccin, pro-vaccin. Je m'en sac au final. Mais la gestion de la façon que ça a été fait, c'est là les lacunes où ce que les gens commencent à avoir des doutes, commencent à se dire hey. Puis tu sais, si ça sort dans 20-30 ans d'ici, où ce qu'ils vont faire comme hey, ça a eu quoi, on l'a vraiment échappé celle-là. Là, tu donnes raison à tous ceux qui ont douté. Donc, pour un événement futur, est-ce qu'ils vont avoir confiance au dire du gouvernement, en fait, si ayez confiance en nous? Non, ils n'auront pas confiance. Fait qu'à un moment donné, quand tu perds la confiance du peuple, ben là, c'est là que ça démontre que tu as une mauvaise gestion et tu n'es pas capable de convaincre justement ton peuple que tu prends les bonnes décisions. Est-ce qu'on est confiant là, que le gouvernement québécois gère bien notre argent quand ils vont dire hey, on va investir dans telle compagnie? Zéro open bar. Quand tu nous sors un site web à 1,3 milliard, est-ce qu'on est censé avoir confiance? Ça, c'est fou. Ça, on peut t'en parler 2 secondes? Ah ouais, ils ont sorti un site web à 1,3 milliard que toi, t'as fait en 6 heures. Honnêtement, j'ai aucune prétention à dire que mon site, c'est ça clique. Mais moi, j'ai fait le calcul. Honnêtement, je te lance des chiffres que les gens peuvent le calculer à la maison. Prends 1,3 milliard, là, divise ça par une équipe de 50 personnes, OK? À 150 000 par année. Je te jure, je t'ai rendu, je pense que ça prenait 56 ans pour payer tout ce monde-là. 50 personnes qui travaillent sur un site web, des ingénieurs, on s'entend, à 150 000 par année. Puis il faudrait que tu fasses une carrière de 56 ans, les 50, pour arriver à 31,3 milliards. Juste ça, là, c'est un calcul. Et où l'argent? C'est ça, mais c'est un calcul. Là, dis-moi pas qu'il n'y a rien de tangible. Là. C'est en ligne. Là, ils ont dit ah ouais, mais là, il y a une garantie que le IBM, je pense que c'est IBM qui est en arrière de tout ça. Peu importe. Ouais, mais il n'y a rien de tangible. J'ai pas un bâtiment. Là. Puis quand j'ai comparé ça à. On aurait pu acheter, il y a une île qui s'est vendue en Australie.
Puis c'est vendu avec un resort, tout ça s'est vendu pour 1 milliard, je pense. On aurait pu acheter ça. On aurait pu acheter... À un moment donné, j'avais commencé à faire une série de pauses de tout ce qu'on aurait pu acheter pour 1,3 milliard. On aurait pu avoir un stade olympique flambant neuf, là. Là, on a de quoi de tangible. Là, on a un site web... Qui marche à moitié. Qui marche à moitié, puis qui sert absolument à rien, on s'entend, là. Tout ce que tu veux... Parce que le système avant, il marchait, right? Tu sais, je veux dire, on t'allait au concessionnaire automobile, ils te donnaient ta plaque. Puis après ça rentrait dans le système, les policiers pitonnaient. Ça fonctionnait, right? Fait que pourquoi changer? Fait que pourquoi 1,3 milliard? Tu sais, ça n'a aucun sens, ça. L'intelligence artificielle, on dirait qu'il aurait attendu 1 an, 2 ans de plus, là, l'intelligence artificielle aurait tout fait ça pour des pinottes. Des pinottes. T'aurais pitonné, t'aurais dit, hey, je veux un site fonctionnel qui fait ci, qui fait ça. L'intelligence artificielle te l'aurait sorti. Mais, tu sais, c'est ça. Fou, hein? Puis après ça, on pourrait embarquer dans d'autres, le Lion électrique, que les batteries Nordvolt, puis, tu sais, ça finit plus, là. Ouais. Fait que les gens ont perdu confiance au gouvernement, plus que jamais là, dans les 4-5 dernières années. Mm-hmm. Puis ça, je vois pas que ça va revenir de sitôt. Là. Mark Carney qui arrive à avoir des nouveaux députés en les prenant dans les partis conservateurs, parce que les gens ont voté conservateur, puis là, soudainement, sont rendus... Le député est rendu libéral. Ouais. Puis ils disent, c'est légal. Ouais, c'est légal, mais tu sais, c'est... de façon éthique. Est-ce que c'est éthique de faire ça? Est-ce que c'est respecter tes électeurs de faire ça? Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que la corruption est présente plus que jamais. Un tour en politique, Éric? Ou... Non, je pense pas, honnêtement. J'ai fait beaucoup de lignes à l'eau avec ça, puis de juste voir. Tu sais, j'ai pris une photo avec Éric Duhem, puis tu sais, j'étais un gars de droite, là, honnêtement, puis j'ai même eu mes propres followers qui sont revirés contre moi parce qu'ils sont pas contents parce que je dis, je ne crois pas que c'est le gars qui va être premier ministre conservateur un jour. Mm-hmm. Ça, pour moi, ça fait aucun sens. Lui, il est pas content que moi je dise ça, puis je m'en sac parce qu'au final, puis gars, je peux aimer Pierre Saint-Paul Plamondon. Puis il y a d'autres monde qui disent, ouais, mais c'est un gars à gauche. Ouais, mais si on parle de politique entrepreneuriale, de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider l'entrepreneuriat, à date, c'est celui-là qui m'a donné la meilleure réponse. Donc, pour moi, là, qui est entrepreneur, Pierre Saint-Paul Plamondon reste présentement mon meilleur choix. Moi, je pense que ça prend un entrepreneur pour rouler un pays. Parce que c'est la plus grosse business qu'il n'y a pas. 100%. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, regarde Trump, c'est un vrai businessman. Mais qu'est-ce que les gens vont répondre à ça? Ouais, mais ça ne se gère pas comme une business. OK. Mais là, mettons qu'on recule les 10 dernières années. On va prendre juste ces années-là. On n'ira même pas avant. On va prendre Trudeau, ce qu'il a fait. Là. Ouais. On peut-tu faire pire que ça? Là? On peut-tu faire pire que ce que Trudeau puis Carney, qui est un banquier, qui est censé nous envoyer... Ils ont vendu son image. Ah, c'est un banquier. Si tu recules là, dans l'ancien temps, là, comment que les banques fonctionnaient, là, tu rencontrais le banquier, le gars qui était en haut, puis il disait que c'était les pires crosseurs qu'il n'y avait pas, là, peut-être 100 ans de ça. Là. Mm-hmm. Ils ont mis de l'argent dans les poches, puis ils le font encore, les banques, mais tu rencontres plus le banquier comme tel. Là. Les banques ne perdent jamais. Les banques, ils perdent jamais, c'est comme les casinos, ça. Fait que quand tu regardes ça, écoute, il y en a d'autres qui vont dire Legault, c'est un entrepreneur. Mais quel désastre! C'est quoi qu'il avait fait, Legault? Il était à la tête de Air Transat. Fait que c'est lui qui a fondé Air Transat, c'est lui qui a amené. Mais tu sais, au final... je pense que Legault a fait confiance probablement à son équipe. Là, c'est tout le monde se pitche la balle. Ah, j'étais pas au courant. Ouais, comment tu peux pas être au courant d'un projet d'1,3 milliard que ton gouvernement gère? Là, tout le monde fait comme, hey, moi, j'étais pas au courant. Ah non, mais moi, c'est lui, moi, c'est l'autre. Là, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive? Tout le monde se pitche la balle. Personne ne va être arrêté, naturellement. C'est toujours ça aussi, la problématique. Jamais aucune arrestation. L'UPAC enquête, puis ça disparaît. C'est fini. Commission d'enquête, ça disparaît. C'est fini. Fait que je pense que je sais pas, il va falloir qu'il se passe de quoi à un moment donné pour que tout le monde va débarquer dans la rue puis tout le monde va arrêter de payer l'impôt en même temps ou ils vont dire, regarde, c'est enough, là, à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on est la province la plus... La plus corrompue. Selon, c'est quoi le nom du magazine? C'est un magazine anglais. Il a dit que le Québec, c'est la province... Pas Forbes? Non, c'est Craig's, je pense, c'est ça? Ou, je me souviens plus le nom, mais c'est un magazine anglais au Canada. Puis il a dit que le Québec, c'est la province la plus corrompue. Dans le pays le plus corrompu, probablement. Le Canada est un pays corrompu tout court. Fait que c'est pas drôle, là. On dirait que c'est comme... imagine, je peux comprendre. Les entrepreneurs sont frustrés parce qu'ils disent hey, « je paye de l'impôt en cochon ». Les riches sont frustrés parce qu'ils disent « je paye de l'impôt en cochon ».
Puis le gars de salaire, mettons 50, 60, 70 000, qui paye quand même un gros montant d'impôts, lui, s'il est frustré parce qu'il se dit, ça n'a pas d'allure, je suis pas capable de survivre, je suis pas capable d'arriver et de payer mon logement ou d'avoir une maison ou de faire vivre ma famille. Alors qu'avant, tu gagnais 60 000 au Québec, tu avais une belle vie. Là, là on parle pas de ça. Là, 100 ans, là, je suis rentré comme pompier en 2003, comme pompier à Ville-de-Montréal, puis je suis rentré à 35 000 par année. Puis après ça, ça prenait 4 ans, 5 ans, je pense, pour être top salaire, à 60 000 par année. Et pompier, tu étais dans les métiers les mieux payés au Québec. Il y avait policier plus haut. Puis après ça, on gagnait peut-être plus qu'une infirmière. Les médecins sont plus hauts, les avocats, tout ça, dépendamment de ce que tu faisais. Mais pompier, tu avais une belle vie. Puis imagine si tu rajoutais en plus une deuxième job, que la majorité faisait. Tabarouette, il y avait no stress. Tu avais une belle maison, char de l'année, voyage. C'est plus le cas, là. Je vois des pompiers qui en arrachent pareil puis qui ont de la difficulté. Surtout qu'il y a une séparation. C'est comme, hey, j'arrive plus, là. Fait que c'est pas normal, là. On arrête l'émission pour vous parler de notre commanditaire principal, les Entretiens Raven. Spécialisés en nettoyage intérieur qu'extérieur, lavage de fenêtres, gouttières, lavage complet du printemps, bref, tous vos besoins d'entretien ménager à un seul endroit. Donc, contactez le numéro au bas de l'écran ou envoyez un courriel pour recevoir une soumission gratuite. Merci et de retour à l'émission. Je trouve ça cool que t'as été pompier combien de temps? 15. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que j'ai commencé temps partiel. Puis après ça, à Ville de Sainte-Thérèse, en fait, j'ai fait Varennes 1 an. Après ça, Sainte-Thérèse. Puis après ça, à Ville de Montréal. Puis là, à un moment donné, j'ai lâché Sainte-Thérèse, construit Montréal. Mais all in all, là, peut-être, je dirais, pas loin de 15 ans, là, total. OK. Ouais. J'étais dans l'armée 14 ans. Okay. J'étais un peu partout, 3 honnêtement, c'est des beaux métiers. Autant l'armée. Moi, j'avais mon coloc, en fait, à l'école, il était militaire avec. Fait que lui, il était dans la réserve. Il était instructeur de recrues dans la réserve. C'est une machine à l'école, là, on l'appelait. Écoute, nous autres, mettons, il pesait peut-être, je sais pas, 140 livres, puis il benchait 3 blades de chaque côté. Genre 10 fois, là. C'était pas une fois, là. C'était comme poum, poum. Puis on avait un parcours avec, c'était comme une corde entre 2 paniers de basket. Fait que dans le parcours, c'était la première étape, c'est qu'il fallait que tu te droppes sa corde, puis tu fais juste te swinger comme d'un côté, peut-être dans l'armée, vous faisiez ça. Lui, il se tirait sa corde, comme au niveau du chest, puis il faisait juste ça comme ça. Puis il arrivait, mon gars, puis il faisait, en genre 3 secondes, il était rendu à l'autre panier de basket. Ça, c'est le court de basket au complet, parce que c'était les paniers qui sont sur les côtés d'un gym. On était là, aïe, le gars, c'était fou. Là. Il est encore pompier, ou? Je sais pas, ça fait des années que je l'ai pas vu. J'ai aucune idée, mais il courait, mettons, nous autres, on faisait des 5 km, parce que ça, c'était comme l'épreuve de fin d'année, c'était 6 km cross-country. On faisait ça au parc à Laval, j'ai oublié le nom, là, mais c'était pas des grosses côtes, là, mais c'était quand même cross-country. Puis, fallait que tu rentres ça en dedans de 30 minutes. Puis, je pense que les 2 gars plus rapides rentraient ça en 14 minutes. C'est une machine, ça n'avait pas de sens. Je pense qu'à la base, pour être pompier, faut que tu sois en forme. La shape, elle se perd au fil des années. Là. Il y a des gars qui se maintiennent, mais je pense qu'il y a des gars qui laissent ça aller. Là. Puis ton parcours entrepreneurial, il a commencé quand tu étais pompier ou c'est quand qu'il y a eu un déclic à dire, OK, moi, je peux faire peut-être plus que ça, là, mettons. Là, ou... Ben, tout a vraiment déclic. J'explique souvent, pompier, c'est une belle job. C'est des gars qui sont travaillants. Puis malgré ce que tout le monde peut penser, dire ils sont bien, ils travaillent pas, ils dorment à caserne, ils sont tout le temps en congé. Tout ça, ça là, je l'ai entendu des fois, puis je disais, va les faire les heures. Parce que le gars qui est au feu toute la nuit, mettons, puis là, mais c'est pas tout le temps de même. Ouais, mais est-ce que tu irais si c'était le cas de rentrer dans un incendie, il fait 500, 600, 700 degrés, puis le casque qui commence à fondre, puis tu peux passer la nuit au complet à moins 40 dehors, moins 30 à arroser, puis t'es rendu comme un bloc de glace. Il y a quand même des choses qui sont difficiles, puis ben moi, toutes les casernes que j'ai faites, il y avait tout le temps des gars qui étaient sur la construction, fait qu'ils arrivaient, mettons, sur le chiffre de nuit, puis ils arrivaient avec leur boîte à lunch, j'avais travaillé toute la journée sur un chantier, puis ils faisaient tout leur chiffre de soir au complet, puis ils répondent aux appels toute la nuit, puis l'inverse, pareil. Fait que, tu sais, il y avait les gars qui travaillaient de jour, après ça, ils arrivaient leur journée de congé, ils retournaient sur le chantier. Fait que moi, j'ai appris de ça. Fait que j'ai commencé avec des maisons, bâtir ma propre maison. Je faisais ma maison, on habitait dedans 1 an et demi, 2 ans. Pendant que t'étais pompier? Oui, pendant que j'étais pompier. Puis après ça, ben, à un moment donné, c'est... Un flip ou tu l'as acheté pour pas cher? Non, on achetait un terrain, on construisait, puis après ça, ben, à un moment donné, on faisait comment... Nous autres, c'était pas compliqué. Les premières maisons, c'était une maison, un enfant. Fait que... OK. Fait qu'à toutes les fois, on prévoyait la maison pour un enfant. Après ça, c'est, on a 2 enfants, puis après ça, 3 enfants. Fait qu'on agrandissait tout le temps.
Puis la troisième maison qu'on a faite, à un moment donné, je voulais que mon garage soit un peu plus spick and span. Puis c'est là que j'ai trouvé un produit comme pour les revêtements de plancher. Puis là, j'ai fait comme, OK, il n'y a pas personne qui fait ça. C'est un produit américain que j'avais acheté. Il n'y avait pas vraiment... Il y avait des gars qui le faisaient au niveau industriel, commercial, mais il n'y en avait pas beaucoup qui le faisaient résidentiel. Pour dire pas pantoute. Fait que j'ai vraiment comme parti là-dedans. Là, j'ai créé zone garage. Mais tu devais avoir la chienne pareil de... Tu sais, t'es pas entrepreneur ou... Non, je suis pas entrepreneur. J'avais aucune idée. Je veux dire, t'appelles mon comptable a créé ma compagnie. Au début, tu fais des erreurs. Je l'ai enregistré, je l'ai pas incorporé. Paye trop c'était mal structuré, mon affaire. T'apprends sur le tas. Puis je fais des erreurs, m'a coûté beaucoup d'impôts, des taxes non payées parce que tu sais même pas qu'il faut que tu payes tes taxes. Ouais. C'est tout ce genre d'éducation-là que j'avais pas puis que j'ai appris sur le tas. Puis là, savoir c'est quoi des dépenses, c'est quoi des revenus, puis comment tu factures, puis les numéros de taxes, puis la CCQ, la RBQ, puis c'est tout vraiment des informations à aller chercher au complet. Mais à un moment donné, ben, c'est de fil en aiguille. Même les franchises, il n'y avait pas de formation dans le temps, là, où ce que tu disais en 2000. Je commençais en 2008, fait que 2008, 2009, 2010, je commence à franchiser. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Là, tu checkais un peu ce que l'autre faisait, un restaurant peut-être. Puis là, tu dis, OK, comment je peux revirer ça? Puis c'est quoi des royautés? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Mais entre le moment que tu pars, ou le moment que tu as l'idée de partir, puis la franchise... Comme là, t'as eu un gros volume. Comment ça que tu es rentré dans la franchise? Au début, je me promenais beaucoup. Fait que, je pouvais avoir une demande. Je veux dire, les sites web, même, ils commençaient en 2008. Fait que là, à un moment donné, j'avais quelqu'un qui disait, j'ai un plancher à Québec. Là, moi, je partais avec la remorque. Là, je suis pompier. Fait que là, il faut que je planifie mon horaire. Faut pas que je travaille dans cette période-là. Ouais. Là, j'allais à Québec. Là, à un moment donné, il y en a, je veux le faire. C'est toi qui faisais le plancher? Oui, c'est moi qui faisais le plancher. Fait que je revenais, mettons, j'en faisais un à Trois-Rivières. Je me déplaçais énormément. J'étais allé à Mont-Laurier. J'étais allé partout au Québec. J'étais allé à Coudjouac. À un moment donné, même, on avait eu une demande de faire un plancher de garage à Coudjouac. Fait que embarque le stock dans l'avion. Eux autres, ils payent pour l'avion Air Inuit. C'est les entrepôts d'Air Inuit. Puis on s'est déplacé, on a fait ça là-bas. Mais tu sais, il fallait planifier tout ça avec mon horaire de pompier. Fait que tu sais, il y a des fois où j'avais 6 jours off. Fait que là, partais à Coudjouac, 6 jours off, faisais la job, fallait que je revienne. Là, fait des échanges de temps. Fait que ça, c'était pratique pour ça parce que tu étais capable de dire, hey, fais mes 3 prochaines nuits, puis moi, te faire 4 jours, telle journée. Fait que tu échangeais ton temps comme ça. Mm-hmm. Mais au final, c'est là que la franchise est venue à l'idée parce que je voyageais ben trop. Ça n'avait pas de sens. C'était pas efficace parce que là, à Québec, je chargeais plus cher. Puis là, je me disais, à la place, on va mettre un franchisé en place, moi, ils vendent le stock. Puis ça va être comme le main brand. Le coacher comment le faire. Lui montrer tout ce qu'il y avait à faire. Fait que de fil en aiguille, comme ça, je commençais à avoir des franchises au Québec. Puis à un moment donné, j'ai pogné un gars en Alberta qui parlait français, puis qui était un Québécois, mais qui habitait à ça en Alberta. Puis il a dit, hey, je serais intéressé, j'ai vu ça. J'ai vu, comme Facebook commençait aussi dans les débuts en 2008. Fait que là, j'ai fait comme, pas de trouble, je vais aller te former. Fait que je commençais à y vendre du stock là-bas en Alberta. Lui est devenu mon distributeur plus tard pour Pure Epoxy, qui était mon usine. Fait que de fil en aiguille, comme ça, le marché s'est développé. My God. Puis en combien de temps, à partir du moment que tu as eu l'idée, jusqu'au moment de la vente? Parce que tu l'as vendu, la compagnie, hein? Oui, exact. Ben, tu sais, mettons, de 2008 à 2017. Fait que ça, c'était comme un 9 ans de monter comme vraiment la franchise, l'installation, tout ça. Puis que moi, je fasse encore des installations. Fait que je faisais autant... Là, en 2017, j'étais... dans le fond, j'ai arrêté pompier en 2014. Fait que si on recule, mettons, en 2014-2015, là, je suis pompier à Sainte-Thérèse, je suis pompier à Montréal, puis je fais des installations avec zone garage. Puis 2014, ma fille est née, puis là, j'étais comme en congé parental, si on veut. Fait que 2014, j'ai commencé à temps plein à vraiment faire juste des planchers de garage. Puis 2015, fin 2015, début 2016, je réintégrais pompier. J'avais pris une sabbatique plus le congé parental. Fait que là, il fallait que je retourne à la ville. Puis c'est là que j'ai créé mon usine. Puis là, j'ai vraiment comme fait le switch. Tu as créé une usine? Oui. Fait que là, on a passé d'installateur à manufacturier. Puis j'ai lâché pompier à la Ville de Montréal. Fait que là, le plongeon était comme ça. C'est mon bout le plus risqué dans ma vie parce que il n'y a pas de retour en arrière. Là. Je veux dire, c'est pas comme si tu arrives un an plus tard, tu fais comme t'appelles la ville, puis tu dis, hey, c'est-tu quoi, je pense que j'ai fait une erreur, je veux réintégrer. Ouais. Donc, faire comme non. T'as sacré à job là. Ouais. Pour eux, c'est pas un manque de respect, mais c'est comme c'est comme dire, ça t'intéresse plus, fait que tu passes à autre chose. Ils respectent ça. Ils font rien, puis ils prennent ta démission pour dire.
Mais je pense pas qu'il y a un retour que tu peux faire ou dire hey, je veux rentrer. Ils vont prendre un jeune à la place. Puis... C'était sûrement très calculé aussi. Tu savais que ça allait fonctionner. Oui et non. Là, je veux dire, tu calcules, mais tu sais jamais vraiment à quel niveau que. C'est big. Puis là, tu as investi ton argent personnel. Oui, là, à ce moment-là, je suis all-in. Je veux dire, j'ai peut-être 300 000 en inventaire. C'est pas énorme à ce moment-là. Là, j'ai peut-être 300 000 en inventaire. J'ai plus de job de pompier. Puis là, comme on est au mois de février 2016, puis là, c'est pour dire comme j'ai plus d'autres revenus que ce que ça me rapporte. Là. Fait que t'avais pas de plan B. J'ai pas eu un fonds de pension non plus pour dire hey, je peux vivre là-dessus pendant un bout. Je pense que j'ai reçu un montant de peut-être 140 000, 160 000 qui est placé en REER parce que tu y touches, tu te le fais tout enlever. Fait que j'ai pas eu tant de temps pour avoir les deux doigts dans le nez. Ça a été comme le premier été, il faut que ça roule dans le tapis. Je pense que cet été-là, on a fait pas loin de 800 garages. Là. Ça a été une de mes plus grosses années. On a fait 2,5 millions de chiffres d'affaires. Incroyable. En installation de plancher. Puis comment est-ce que tu as eu autant de business? Parce que les réseaux sociaux, c'était un peu moins hot à ce moment-là. Ah non, mais là, ça roulait. Là, okay. En fait, dans ces années-là, Facebook, tu publiais, puis les gens le voyaient. Tu sais, si tu regardes aujourd'hui la page de Zone Garage, elle a pas loin de 55 000 followers. Pure Époxy, à un certain moment donné, là, ils ont tous regroupé les pages, mais moi, j'avais 26 pages de médias sociaux dans différents pays, différentes provinces. Wow. Fait que ça roulait, les médias sociaux. Aujourd'hui, c'est drôle, les médias sociaux ont pris un shift. Il y a beaucoup de personal brand, puis il y a beaucoup de politique. C'est ça qui pogne. Ouais. Alors qu'avant, tu avais business, puis tu avais photos de Ginette ou de ma tante Ginette, que tu mettais tes photos, puis là, elle pouvait voir ce qui se passait avec tes enfants et ta famille. Mm-hmm. Fait que quand tu regardes mes publications, tu vas voir, il y a 4000 publications. Puis le monde, des fois, sont comme « Hey, t'as mis 4000 publications. » Non, mais ça, c'est toute ma vie au complet que sur Facebook, là, de 2008 à, je mettais les affaires de mes enfants, tout ça. Puis là, aujourd'hui, c'est le shift qui a été fait au complet. Là. Mais c'était juste les médias sociaux, pose des planchers. Puis là, les gens, c'est comme « Hey, je faisais pas loin de, honnêtement, 12 soumissions par jour, puis j'ai gagné quasiment tout le temps. Parce qu'il n'y avait pas de compétition. Fait que la compétition est venue par après. Puis c'est là que je suis devenu manufacturier, parce que je me suis dit, tant qu'à juste manufacturer pour mes besoins personnels, ben je vais vendre à d'autres personnes aussi, à d'autres entrepreneurs. Parce que sinon, tu pognais les produits des États-Unis et tu les faisais venir ici. Oui, au début, c'était des produits américains. Puis après ça, ben, quand on a commencé à manufacturer, il fallait acheter les matières premières. Puis là, ça, c'est des matières premières qui peuvent venir autant de Corée, peuvent venir de Chine, peuvent venir d'Inde, de Turquie, les manufacturiers États-Unis. Donc, il n'y a pas de manufacturier des matières premières que nous, on avait besoin. Il n'y a pas de manufacturier au Canada pour ça. Donc, fait que c'était un risque, mais oui, il y avait un certain calcul, mais en même temps, c'était un risque que peu de gens, je pense, prendraient aujourd'hui. Oui. Ben, je suis le premier à dire, si tu veux te lancer en affaires, lâche jamais ta vache à lait. Tu sais, travaille les deux en même temps, conjointement, garde ton métier, puis l'extra que tu mets, ben, mets-le le soir, sacrifie un peu. Tu sais, j'ai sacrifié beaucoup famille, amis, au fil des années pour qu'on en arrive là. Tu as eu du stress aussi, là, de lâcher la job, d'apprendre aussi sur le processus. Le monde, il voit ton succès aujourd'hui, puis ça doit être beau, Eric. Ouais, mais tu sais pas si c'est encore présent aujourd'hui. Ouais. Parce que les gens, ils vont dire, t'as vendu, même si je dis, on a vendu 28 millions, il reste pas 28 millions à la fin. Là. Un coup que, tu sais, moi, j'avais 75% d'entreprise. Fait que là, déjà là, sur le 28, enlève les frais d'avocat, les frais comptables, enlève la commission, parce qu'il y a un courtier là-dedans aussi. Avec un courtier immobilier, mais il y a une équipe en arrêt de tout ça. Fait que au coup que tu as enlevé tout ça, puis après ça, tu payes l'impôt, puis tu as tout splitté la patente. Il en reste pas tant, là. Ouais. Puis de l'impôt, là, tu sais, t'as beau avoir, les gens vont parler, ah oui, mais t'as l'exonération de gain en capital. Oui, effectivement. Mais cet argent-là, il faut que tu donnes à tes enfants, là. Tu donnes à tu sais, c'est splitté. Tu peux pas faire juste dire, hey, j'ai une exonération pour toute ma famille, puis je la garde toute pour moi. Non, c'est tout splitté. Il faut que ça soit réinvesti, faut que ça soit placé correctement. Fait qu'un coup que tout ça est fait, là, c'est bien beau, là. Tu dis, okay, paye tes dettes. J'avais des dettes dans le temps. J'avais mon hypothèque, paye tout ça, paye ci, paye ça. Là, plus de dettes. Là, tu n'as plus de revenus. Fait que là, tu fais quoi après? Fait que quand on a reparti la machine en 2024 avec mes enfants, puis là, tu réinjectes de l'argent, tu te relances dans un projet, tu ne sais pas s'il va fonctionner. On a fait l'acquisition d'une autre entreprise. Fait que là, après ça, ben, le stress, il n'est plus juste pour toi. Là, mais c'est plus les planchers ou plus non, c'est ça. Ben, en fait, l'époxy, complexe le deal, mais
moi, j'avais Ice Epoxy aussi, qui était une entreprise, mais plus pour les tables, comme un époxy de recouvrement. Puis, eux, dans le deal de 28 millions, il y avait des bonnies de performance aussi qui étaient attachés à ça de 33 millions. Fait que moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'au bout de 3 mois, j'ai quitté. Puis, ils ont dit, abandonne tout, puis on va te redonner Ice Epoxy. Puis, tu sais, dans la négociation, c'était soit ça ou j'avais rien, probablement. Fait que j'aimais mieux prendre Ice, je l'ai repris, il y avait un inventaire, puis je me suis dit à revendre ça. Mais tu sais, c'est une business qui va up and down. C'est pas évident. Tu sais, à un moment donné, c'est populaire, à un moment donné, c'est plus populaire. Tu sais, ça se promène vraiment comme ça, up and down. Ça, tu l'as toujours, cette business. C'est pas comme les planchers. Je regarde ici, tu as des planchers d'époxy. Fait que tu sais, il n'y a pas autant de liquide. Il y a bien plus de liquide qui va sur un plancher que ce qui va sur une table, naturellement. Oui. Fait que ça, je l'ai repris, roulé ça un peu. Puis après ça, mes enfants, on a parti les animaleries Livora avec eux. Fait que ça, c'est un autre stress. C'est de l'investissement. C'est tough, le retail. C'est un autre domaine que j'avais jamais touché. Je dis, moi, j'étais pas en retail, j'étais plus en industriel, en distribution. Fait que là, apprendre le retail, de développer une autre industrie que j'ai jamais touchée, apprendre la clientèle, c'est quoi les nouveaux produits, puis hop, là, c'est des produits qui expirent aussi. Fait que ça, c'est différent. L'époxy, t'as fabrique, puis t'as vends, puis elle est installée. Là, je veux dire, c'est pas... tu gardes pas ça sur une tablette pendant un an. La nourriture... Pour chiens, souvent, c'est manufacturé, puis après ça, c'était vendu. Puis là, t'as un an pour le vendre, mais il faut pas t'en acheter trop, faut t'acheter de la bonne quantité. Qu'est-ce qui t'a fait dire, oui, les animaleries, dans cette niche-là, il y a quelque chose à faire avec ça? Il n'y a pas rien. C'est ma fille qui, dans le fond, qu'elle voulait se lancer là-dedans, puis elle m'en a parlé, puis j'ai fait comme, c'est un repeat business. Dans le fond, ce que j'appelle repeat business, c'est qu'un coup que ton client, tu l'as acquis, ou que il est client chez vous, tu n'as pas besoin de marketing pour réattirer ce client-là. Il va revenir le mois suivant ou dans 2 semaines parce que son chien mange toujours la même nourriture. Fait que, un peu comme une épicerie, je veux dire, tu ne changes pas généralement d'épicerie, tu t'en vas toujours à la même épicerie. Fait qu'un coup que les gens savent que l'épicerie est là, puis que les prix sont bons, puis qu'ils sont satisfaits, ils vont toujours aller là. Fait qu'il n'y a pas vraiment de marketing. T'sais, ton épicerie du coin, IGA, exemple, la bannière va faire du marketing. Mais je veux dire, ça, c'est prévu dans tous les coups de temps. Mais l'épicerie au coin, elle ne fait pas de marketing comme tel. Il y a peut-être des circulaires qui vont here and there. Mais à part ça, il n'y en a pas. Fait que, tu sais, ça a été comme un autre risque. Puis là, le stress, tes enfants, ils deviennent adultes. Comme là, mes enfants, mes 2 plus vieux, c'est des adultes. J'ai ma plus jeune. Là, tu stresses pour eux autres. L'anxiété est encore présente. Tu veux qu'eux autres aussi réussissent. Bien sûr. Donc, c'est sûr que les gens ne comprennent pas ça souvent parce qu'ils ont un travail. Puis le travail, ça amène une certaine sécurité. Donc, ça t'enlève un niveau d'anxiété, t'enlève un niveau de stress, surtout si tu as un travail qui est en demande. Exemple, je sais pas, moi, infirmière, tu perdras jamais ta job, là, à moins que tu fasses des conneries. En théorie, tu vas la conserver. Fait que si tu aimes ton travail, c'est une certaine sécurité, mais tu n'as pas le même salaire qu'un entrepreneur qui réussit. Donc, mais l'entrepreneur, pour arriver à faire ce salaire-là, mettons, on dit une infirmière, ça gagne, je sais pas, 120 000 par année. Mais l'entrepreneur, avant qu'il se prenne 120 000, il va en avoir pris des risques, il va en avoir essayé des affaires. C'est pas jour 1, mais tu as un potentiel de peut-être faire 1 million par année. Mais il est là la différence de risque. C'est quoi les statistiques des entrepreneurs qui réussissent? Oh my God, c'est assez mince, là. C'est faible. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais... J'ai envie de dire 1 mais je pense peut-être un peu plus. Mais c'est entre 1 et 5 là. C'est fou, là. Qui vont se rendre à 7 ans. À 7 ans. Parce qu'ils disent 7 ans, là, c'est comme... Tu sais, comme, m'a donné un exemple. Mettons, tu fais une acquisition demain matin, les banques vont te prêter sur 7 ans. 7 à 10 ans. Les prêts aux petites entreprises, c'est 7 à 10 ans. Fait que si tu arrives à passer au travers de ton prêt, puis que tu as payé ton entreprise, puis que là, elle t'appartient, puis que tu es quasiment clair de dette, là, si tu n'as pas fait une croissance, puis que tu essaies de réinjecter, puis de grossir, si tu passes le 7 ans, en théorie, tu es correct. Là, parce qu'à passer 7 ans, là, tu peux t'installer pour la vie. Là, ça veut dire que là, ta business, ça roule, les revenus sont récurrents, les clients sont là. Encore là, à moins de faire une bourde exceptionnelle, là, que tu sors, puis tu fais une erreur, puis là, ça sort dans les médias partout, puis tout le monde parle de toi, puis que là, tout le monde veut te canceller. Mis à part ça, je veux dire, en théorie, si tu passes le 7 ans, t'es correct. Puis, pourquoi est-ce qu'une compagnie ne passerait pas le 7 ans? Est-ce des mauvaises idées, mauvaises exécutions, ou est-ce que c'est juste que les gens abandonnent trop facilement? Souvent, c'est l'accumulation d'erreurs, les erreurs coûteuses. J'en fais encore des erreurs. Puis des fois, c'est pas des erreurs parce que tu as fait un choix, puis que c'est ça. Mais des fois, le choix que tu fais, tu sais pas s'il va être bon ou pas. Tu sais, comme récemment, on a une. Bon, c'est une erreur qui va nous coûter de l'argent, elle va peut-être nous coûter 30 000. Je loue un local, signe un bail, nouvel emplacement, nouveau local, on s'en va là, on se fait comme, hey, c'est parfait. Puis là, à un moment donné, au fil du temps, là, il est signé pour dans 6 mois, 7 mois. Là, oups, difficulté de trouver des employés. Pas capable d'en trouver. Puis là,
c'est comme difficulté. Là, on remplace les employés. Là, ma femme, elle rentre les week-ends. Là, ça crée de la tension dans la famille. Là, c'est comme, encore, là, tout le monde s'ostine. Là, c'est comme, hey, c'est pas à moi y aller, c'est tatoué. Puis là, au final, tu te rends compte, tu fais, attends une minute, là, là, la business, elle a avancé, elle a évolué. Puis là, tu fais comme, je pense que c'est une erreur d'en ouvrir un autre trop rapidement. Mm-hmm. On va sécuriser ce qu'on a. Fait qu'est-ce que c'était une erreur d'essayer de prévoir que tu t'en allais dans la bonne direction? Non. Mais d'arrêter, puis de payer, puis de faire comme, regarde, sais-tu quoi, on arrête ça là. Avant que ça nous coûte, aménager un local, c'est 200-300 000. Fait que je vais gober 30 000 plutôt que d'aller injecter 200-300 puis que j'ai de la difficulté à trouver des employés. Puis que là, le marché du retail, il est tough, là. Tu sais, je veux dire, t'as beau avoir des animaux, faut t'es nourrisses, mais les gens sont comme, hey, sais-tu quoi, je vais mettre de la viande sur la table puis de la nourriture sur la table à mes enfants avant que le chien. Fait que là, il y a des gens qui se débarrassent de leurs animaux. Là, les refuges sont pleins. Puis là, la compétition est féroce. Puis, tu sais, c'est de te battre à travers tout ça. Même affaire pour moi dans l'époxy. Tu sais, je veux dire, ça a roulé au niveau des tables. Là. On était à 3,5 millions de chiffre d'affaires en 2022-2023. On a chuté à 1,2. C'est pas de ma faute à moi. C'est le marché qui fait comme, hey, sais-tu quoi? C'est moins populaire que c'était. Puis c'est ça. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu restructures. T'sais, on lay off des employés. Là. Peut-être j'avais 3-4 employés, je n'ai juste un. Puis après ça, ben, tu fais, OK, ben, sais-tu quoi? On va couper le nombre de produits, on va le réduire, on va prendre ceux qui sont plus populaires. Puis là, ben, les revenus sont plus les mêmes. Fait qu'au final, la profitabilité sur 1,2 n'est pas la même que. Ton local, il est le même prix. Là, j'explique souvent ça aux gens. Ouais. Mon local à 1,2 million, mon local à 3 millions, il coûte le même prix. Mais sauf que j'ai pas autant de revenus pour payer ce local-là. Fait que ça vient tout impacter. J'ai une compagnie d'entretien ménager. Puis l'année passée, c'est notre première été. Là, j'ai pogné un step back là-dessus. Là. Mais ça, je disais à mes employés, mes marges de profit, moi, si un employé ou 12, ça fait une grosse différence. Parce que la fille a de l'admin. Je paye son salaire pour un employé ou pour 12, fait que plus que j'ai d'employés, plus que j'ai de job, plus que... Oui. Fait que, tu sais, au final, c'est ça, c'est qu'il faut t'essayer de grossir ton chiffre d'affaires puis faire en sorte que, ben, tes dépenses, tes frais fixes sont impactés de la meilleure façon possible. Mais quand ça va moins bien, ben, toutes les entreprises font ça, ils vont restructurer. Ouais. Fait que nous, c'est pareil, à un moment donné, on s'était dit, hey, on va se rendre à 15 boutiques, 20 boutiques en 5 ans. Ben là, on va peut-être y aller en 10 ans à la place. On va attendre que l'économie se stabilise. On stabilise nos choses, on réduit notre inventaire, on se repositionne. Puis là, à un moment donné, on fait comme, hey, sais-tu quoi, les gestes qu'on a faits? Là, on sort gagnant. Mais on a perdu combien en erreurs, puis en essais, puis en... C'est-tu des erreurs? Non. Si c'était... On avait toute une boule de cristal, puis on pouvait tout savoir exactement ce qui allait se passer, ça serait facile pour tout le monde. Mm-hmm. Mais... Moi, c'est ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est que j'appelle ça la NHL de la business. C'est comme, c'est tough, faut que ça reste tough. Ouais. Parce que je veux pas qu'il y ait 50 personnes qui débarquent, qui font comme, hey, c'est quoi, c'est facile, moi aussi, je vais embarquer. Mm-hmm. Je déteste quelqu'un qui fait une business à partir de son garage. Je l'ai parti comme ça. Aujourd'hui, je comprends, tu peux pas l'empêcher de le faire, c'est correct, quelqu'un. Mais quelqu'un qui va aller couper les prix dans le marché, puis qui opère de son garage, genre ça, c'est tout un entrepôt, puis tu essaies de bâtir une réelle business qui a une réelle valorisation, parce que j'explique ça aussi aux gens, où c'est bien beau une business, mais est-ce qu'elle vaut de quoi? Ou est-ce que, moi, je le sais, j'ai vendu, je sais c'est quoi bâtir une business qui a une valorisation. Puis il y a une structure à avoir, puis il y a un réseau de distribution à avoir, dépendamment de ce que tu fais. Mais il y a plein de business qui vont être à vendre dans les prochaines années qui n'ont aucune valeur, puis les gens pensent que ça vaut de quoi, que c'est leur fonds de pension, puis ça vaut rien parce que tu fais comme, qu'est-ce que je fais avec ta business? Je vais, au lieu de donner, exemple, 5 millions pour acheter de la business, je vais prendre 5 millions puis je vais en partir une comme la tienne. Ouais. Puis, est-ce que c'est pas mieux d'acheter une business que d'en partir une from scratch? Si c'est le bon prix, t'es mieux de l'acheter. Au bon prix. C'est-à-dire que t'achètes les clients, t'achètes le network, dans le fond, tout ce qui vient avec, les fournisseurs, tout ça, dépendamment c'est quoi l'industrie. Mais faut pas que tu payes trop cher. Parce que combien de business... Je vais prendre l'exemple Toys R Us qui fait faillite là, présentement. Fou, si tu regardes l'histoire de Toys R Us, là, c'est la compagnie, le fonds d'investissement qui l'a acheté, qui font faillite avec ça. Pourquoi? Parce que le prêt qu'ils ont engendré, puis les revenus n'arrivaient jamais à payer le prêt. C'est comme s'ils tournaient tout le temps comme dans... Ils faisaient des revenus, remboursaient le prêt, puis là, ça n'arrêtait plus. C'était plus capable de sortir de ça. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est très coûteux. Mettons, t'ajoutes, comme nous, on a acheté, dans le fond, 2 animaleries, puis ça a coûté 1 million.
Mais le million, faut tu le payes, là. C'est pas... c'est pas donné, là, tu sais. Fait que là, c'est à même tes revenus. Fait que faut que tu génères assez de revenus, puis souvent, tu regardes, hey, ça va se payer tout seul. Ouais, mais comme moi, exemple, l'erreur qu'on a faite, on a oublié certains facteurs. Un, il y a des employés qui vont quitter. Pourquoi? Ils n'aiment pas ta culture, ils n'aiment pas... Whatever la raison. Ils s'ennuient de l'ancien boss, eux, ils quittent. Là, il faut que tu remplaces ça. Il y a des clients qui vont avoir la même réaction. Surtout si c'est des anciens propriétaires qui étaient très... proche avec les clients. Fait que là, mais j'étais habitué de voir X personnes, il n'est plus là, je trouve ça plate, je vais aller ailleurs. Ouais. C'est pas parce que t'es méchant, c'est juste parce que pour eux, c'est un réflexe comme je les aime pas. Puis comment est-ce que tes affaires gèrent ça? Parce que toi, tu t'es créé une carapace avec les années de service à la clientèle puis tout. Fait que là, j'imagine, corrige-moi si j'ai tort, mais tu dois coacher aussi tes enfants à travers ça. Ben, ça s'est fait au début. Là, ils sont pas mal, je te dirais, là, on est rendu à un autre niveau de coaching parce que, exemple, là, on a Livora. Eux ont Livora et Protéines Dépôt. Fait que mon garçon s'occupe 100% de Protéines Dépôt. Ma fille, avec ma femme, s'occupe de Livora. Comme ça rend un père fier, ça. Ben là. oui, c'est le fun de voir ça parce que là, ils ont des questions qui sont à un autre niveau. Hey, sais-tu quoi, là, mettons, ils sont rendus à appeler un fournisseur et négocier avec. Comment je le négocie? Là, je dis là, assure-toi qu'il te va avoir un kickback. C'est quoi un kickback? Là, tu y expliques. Là, je comprends pas, c'est quoi? Tu y répètes. Hein, c'est comme une royauté, c'est ça. Puis un kickback, c'est quand le manufacturier te redonne de l'argent sur les achats que tes franchises font. OK. Là, je dis combien? Là, je dis 5. Ouais, mais c'est pas ça, 5. C'est 3. Ouais, mais 10, 5. Fait que comme ça, on va négocier jusqu'à 3. OK, c'est bon. Fait que tu sais, c'est des amenés, mais je les laisse faire des erreurs. Parce que je veux qu'ils fassent cet appel-là. Je veux que le manufacturier essaye de les squeezer puis de faire comme hey, c'est quoi, c'est un jeune, je vais essayer de tirer le parce que c'est ça qu'ils vont essayer de faire, les manufacturiers. Ouais. Ils veulent pas parler à moi parce qu'ils savent que je vais être plus intransigeant. C'est sûr que les manufacturiers, quand je fais comme hey, à Star, c'est avec ma fille, vous allez dire hey, enfin, tu sais, on dirait que c'est un soulagement pour eux autres. Mais parce que j'ai toutes ces années-là de négociation, mais je laisse mes enfants apprendre là-dedans. Mon gars, pas plus tard qu'avant que j'arrive ici, c'est lui qui est en train de remplir tous les documents avec Chewy. C'est lui qui est en train de jaser avec eux autres. Puis là, c'est en anglais. Puis c'est pas un manufacturier, mais un détaillant américain. Je le laisse faire ça. Puis j'y vois les réponses, j'y vois les courriels. Puis je vais juste comme faire hey, fais attention prochaine fois. C'est peut-être juste faire ça de telle façon. Fait que comme ça, ben, ça les laisse prendre confiance. Puis l'objectif, au final, c'est qu'ils gèrent eux autres, même sans que moi, je sois là. Parce que, tu sais, je veux dire, je suis pas éternel. À un moment donné, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Je trouve ça fou que, tu sais, dans le fond, il commence avec une longueur d'avance que toi, tu as commencé. Ouais. Ou, tu sais, c'est hot, là. Je rencontre des jeunes. Aujourd'hui, j'étais allé dîner avec un autre tantôt. Puis, tu sais, le jeune, 22 ans, il doit avoir 7 millions. Tu sais, je suis comme... Moi, je suis comme... Wow! Tu sais, ça, je trouve ça. Ouais. Tu sais, puis c'est pas un comparatif. Moi, je suis comme... Tabarouette. Moi, ça m'a pris toutes ces années-là pour avoir peut-être plus. Ouais. Mais si j'avais pu avoir tout ce que ces jeunes-là ont autour d'eux autres, puis il dit, moi, j'ai appris d'un autre plus vieux, puis il dit, je mettais toutes les heures puis le temps à apprendre. Puis ce qu'il sait, ce jeune-là, j'en ai aucune idée de quoi il parle. Moi, j'ai pas ces connaissances-là. Puis à un moment donné, en vieillissant, t'as plus le temps, t'as plus la patience de vouloir apprendre et réapprendre. Tu vas chercher des facilités. Moi, je cherche ce qui est plus... j'ai plus besoin de beaucoup de choses pour vivre dans la vie. J'ai juste comme bien vivre, nourrir toute la famille, puis nos affaires sont payées, la retraite est placée. That's it, là, je chase plus. J'ai de longtemps chasé, hey, je veux un yacht, je veux à la limite, je voulais un jet privé. J'étais jeune, puis j'étais allumé, puis à un moment donné, tu te rends compte que j'ai eu tous les chars de luxe possibles, puis tu te dis, non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment juste comme ta famille, des beaux moments, être au chalet. Moi, j'ai plus de peine quand les enfants disent hey, je serais pas au chalet cet été, parce que j'ai plein de festivals. Ma fille, elle me dit ça hier. Là, c'est ma première été que là, je suis majeur tout l'été parce qu'elle tombait toujours d'une période où elle avait pas encore 18 ans. Puis elle a dit là, je vais toutes les faire cet été. Je suis comme, tu sais. Ça, on leur avait promis, on voulait pas qu'ils soient entrepreneurs, temps plein, jeunes, puis qu'ils vivent pas leur jeunesse. Ça, pour moi, quand ils m'ont demandé d'être entrepreneur puis de participer, j'ai dit, tu sais, on va vous backer tant que vous avez le respect, tu sais, comme abusez pas non plus, là. Mais tu sais, j'aime mieux que tu y ailles voir un festival, que tu te la pètes un samedi soir, puis que ça soit plus rough le dimanche, puis qu'on est là pour te backer, que de pas avoir vécu ta jeunesse, puis que tu aies des regrets à 26 ans, puis que là, tu essaies de fonder une famille, puis tu es tout le temps en train de sortir, puis ça, on voulait pas ça pour nos enfants non plus. Là.
On parle de tes enfants, on parle de toi depuis tantôt. Je pense que c'est important de porter une mention à ta femme aussi, qui je pense que tu es avec elle depuis longtemps, qui t'a supporté dans toutes tes foleries, si on veut. Elle est tannée que je parle de elle parce qu'elle dit que je suis têteux. Mais je donne beaucoup de crédit parce que, tu sais, on est beaucoup dans les discussions de féminisme puis des femmes, on appelle ça les trads, je pense que c'est le nouveau terme de femmes qui restent au foyer, tout ça. Puis nous, ça a été un choix d'équipe. Fait que ça n'a pas été imposé par personne. Je dis à ma femme, t'aimerais-tu ça rester à la maison? Je pense qu'on est capable d'y arriver. Elle a dit, t'es-tu sûr? Ouais, je vais travailler plus, puis on va y arriver. Puis elle voulait s'occuper des enfants. Elle avait une garderie à la maison. Fait que déjà là, c'était naturel. Puis je dis, je pense qu'on est rendu au point où tu pourrais fermer la garderie puis profiter vraiment d'être avec nos enfants. Parce que, tu sais, veux pas... Le premier qu'on a eu, Alexis, elle avait 5 autres enfants. Fait qu'à la garderie, dans le jour, elle s'occupait d'Alexis, mais je veux dire, elle avait 5 autres enfants de d'autres familles à s'occuper. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ça a été comme, je pense que c'est intrusif d'une certaine façon. Avoir une garderie, moi, j'arrive de travailler, puis là, il y a 6 enfants qui sont dans la maison. Ouais. C'est rough, pareil. Fait qu'à un moment donné, on a décidé de tout arrêter ça, puis qu'elle allait s'occuper des enfants, puis des activités, Puis moi, tu sais, des fois, une game de hockey, j'arrivais pas 1 heure avant. Là. Moi, j'arrivais 5 minutes avant la puck à drop. Mon gars savait que j'étais là. Ouais. Ça, c'était le plus important. Puis après ça, mon autre fille est née. Puis ça t'a permis aussi la tranquillité d'esprit de « OK, mes enfants, ils se font occuper à la maison, je peux hustle. » Aujourd'hui, quand on regarde ça, nous, c'est un peu ça qui nous fait de la peine de voir la société, comment que les jeunes, ils voient ça d'un mauvais œil d'avoir des enfants. Des fois, je vois beaucoup de négativisme autour de ça. Ah, c'est compliqué. Puis là, il y a des podcasts qui se tournent là-dessus puis qui disent « Ah, ça n'a pas d'allure. » Puis les femmes à la maison, ça n'a pas d'allure. Puis c'est un choix. Puis, tu sais, ça a toujours existé puis ça a toujours été ça. Puis il y a une énorme différence au niveau de l'éducation des enfants. Je sais pas si on va faire des enfants plus intelligents, mais l'amour que mes enfants ont aujourd'hui grâce à ma femme, puis comment ils ont cet esprit familial-là, puis qu'ils prennent soin de ma femme, eux autres mêmes. Puis, tu sais, ça, là, c'est exceptionnel quand les enfants... Ça n'a pas de prix, tu sais. Ma femme, des fois, je suis pas le meilleur, honnêtement, pour, tu sais, sentimental, puis dire ça va-tu, puis, tu sais, de voir ma plus jeune de 12 ans, maman, ça va-tu, puis de la prendre dans ses bras, puis d'avoir ce côté affectueux-là. Mais ça, c'est grâce à une mère qui a été présente. Puis moi, c'est mon plus grand regret de ne pas avoir été présent parce que j'ai été le sacrifié pour dire hey, je vais travailler, on va subvenir à la famille, mais le sacrifice, c'est que je vais voir moins les enfants. T'sais. Fait que des fois, c'était papa, il est sur le chantier, on va aller le voir. Fait que là, je suis là, prends les enfants dans les bras, allô, ben, OK, ben, papa, il faut qu'il finisse, puis on va se voir à soir. T'arrives le soir, puis ton enfant, il dort, fait que tu l'as pas vu de la journée. Mais aujourd'hui, je travaille avec eux, fait que je récupère tout ce temps-là. Un matin, j'étais assis avec mon gars, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on calcule les coûtants, puis ça. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis tu sais, ma fille qui s'assied avec moi, puis qui me pose plein de questions, puis ma plus jeune qui veut être entrepreneur aussi. Puis elle, ça me tente moins, on dirait. Je suis comme, c'est mon bébé. Je suis comme, tu sais, j'aurais peut-être être médecin, super infirmière ou policière. Je suis comme, ouais, policière serait bon. Je te verrais là-dedans. Tu sais. Ouais. Ah, je sais pas. Puis, tu sais, j'essaie de la pousser en dehors de ça, mais tu sais, c'est elle qui va décider au final. Mais ma femme, pour finir là-dessus, tu sais, sans elle, il n'y aurait rien de ça aujourd'hui qui serait possible. Là, tu sais, c'est ça. En fait, je ne l'aurais pas rencontré. Il y aurait plein de choses qui ne seraient pas arrivées. C'est comment vous êtes rencontrés? Réseau Contact, dans le temps. C'est vieux. Là, pour Ça te rajeunit pas, ça? Là? Non, ça avait été racheté par qui, ça? Réseau Contact, ça avait été acheté. C'est pas par Bell qui avait racheté ça. Ça avait été créé au début. C'est un réseau ça s'appelait Réseau Contact. Ouais. Puis c'est un gros site web. Puis les gens se rencontraient là-dessus. Elle était à Gatineau, en plus. Fait que je sais pas pourquoi j'ai comme pris une chance. Puis on pouvait pas vraiment... Tu peux t'écrire via la plateforme. Mais souvent, les gens échangeaient leur MSN. Tu avais un MSN.com. Ouais. Puis là, tu allais sur MSN, puis là, tu chattais. Là. C'était comme... c'était ça, le network. On n'avait pas vraiment de texto dans ces années-là. Ouais. Là, mais c'était plus l'ancêtre de Tinder. Ouais, ben c'était ça. T'as eu ça, t'as eu Do You Look Good. Do You Look Good, c'était plus sur l'apparence. Là, puis c'était vraiment très, comment on dit ça, superficiel. Mm-hmm. Réseau Contact, c'est ça. T'avais toutes sortes de monde, puis tu choisissais les critères, puis moi, j'avais eu un texte qui était comme un peu humoristique, là, puis je sais pas pourquoi j'avais marqué que genre j'aimais l'équitation, puis je détestais ça pour mourir, là, mais puis j'avais marqué genre je dors tout le temps avec une fesse sortie découverte. Puis là, les filles voyaient ça, puis là, c'était comme une façon de t'introduire. Là, puis à partir de ce moment-là, on s'était écrit un jeudi soir, je pense, puis le vendredi soir, on se rencontrait, on allait souper. Tu sais, c'était rien de... Tu sais, on était jeunes, elle avait 22, j'avais 25, 26.
Puis ça a parti, ça a été le coup de foudre. Puis, incroyable. Elle avait déjà sa maison. Tu sais, pour moi, j'étais comme rendu à l'étape de fonder une famille. On dirait OK, j'ai 26 ans, tu sais, comment ils appellent ça, l'horloge biologique. Mm-hmm. Aujourd'hui, les jeunes, je pense que l'horloge biologique va arriver à 30 ans, 32 ans, voire 35. À 26, là, tu commences à avoir tes chums casés, puis il y en a qui, à 30 ans, ils ont des enfants. Là, tu fais comme, oh boy, OK, ce serait peut-être temps que je le vois aujourd'hui, tous mes chums, là, tu prends le bière, il faut que je m'occupe du petit. Ben, c'est ça, tu sais. Puis honnêtement, si j'avais recommencé, j'ai dit à ma femme, parce que moi, j'avais été au camp Midget 3 à Gatineau, j'ai été coupé d'un dernier. J'aurais pu la rencontrer là. Puis ça n'a pas donné, mais on s'est dit, imagine si on se serait rencontrés là, plus jeune, ça aurait-tu, mais elle avait un chum à ce moment-là, mais tu te dis, s'avoir rencontré plus tôt, avoir eu la famille plus jeune, on voulait 6-7 enfants, nous autres. Puis c'est parce qu'elle a eu le cancer de l'utérus qui a fait qu'après la 3e, on n'a pas pu en avoir d'autres, mais on était partis, d'autres c'était go for it, là, on aurait fait dire, ça aurait été l'autre famille gros peut-être, ça aurait été dans ce style-là, mais il n'y avait pas de limite pour nous autres. Encore aujourd'hui, on a hâte de savoir qui va avoir des bébés ou c'est qui les prochains. Là, c'est cool. Tu m'inspires, Eric. Pour vrai, ton histoire est super belle. Avant de rentrer dans les questions flash. Oui, j'ai entendu ça tantôt. On va être go compétitif. Un record là-dessus? Le record aujourd'hui, c'est qui a fait le record? Il en a fait 20, j'ai entendu tantôt. Avec David Leroux, oui. OK, 22. Ravi Design? Oui. Fait les souliers. Tout. Ouais. Il était là un moment donné, je me suis dit, il faut que je m'en fasse une paire. Je sais pas quoi. J'ai pas d'idée encore. Là. J'attends d'être le bon timing. C'est comme un artiste, genre, tu lui dis, voici ma compagnie. C'est juste que business, je trouve ça quétaine, honnêtement. Je suis comme, on dirait que c'est déjà que j'ai toujours un roadies dans ma business. Je suis comme les souliers, je trouve ça élevé un peu. Ouais. Mais j'irais plus dans un style, comme à moi, puis je sais pas, mais je sais pas encore quoi. Il disait qu'il y avait 9 bois d'attente. Ah, ça, je serais pas surpris. Puis ça coûte genre 3 4 000, 5 000 la paire. Là, ah oui. Puis j'aurais pensé que ça aurait été plus que ça. J'aurais pensé 10 000, genre, ou quelque chose de même. Sûrement qu'il y a des athlètes qui payent plus aussi, là, qui ont des cuirs. J'ai vu un moment donné, il a fait un joueur de baseball. T'as cherché un bleu qui a fait venir de je sais pas où. Là. Ah, c'est fou, les enfants. Alors, je le suis, c'est vraiment sharp. Je trouve ça le fun, des enfants là même. Mais avant de rentrer dans les questions flash, je veux te poser la question. C'est quoi que, quand tu as commencé ta compagnie, qu'est-ce que le Eric d'aujourd'hui, avec toutes les connaissances que tu as, qu'est-ce que tu dirais au jeune Eric qui part la compagnie d'époxy? C'est écoute personne puis commence plus tôt. En fait, si j'avais commencé, mettons, à 17 ans, exemple, là, je finis mon secondaire puis je me lance là-dedans, probablement tout le monde m'aurait dit t'es un imbécile, là, ou ça aurait sûrement été la réponse dans ces années-là. Je me souviens même pas quelqu'un qui aurait même passé proche de dire j'ai un de mes chums, je pense peut-être à la limite, il faisait des gazons, t'avais des gars qui passaient des journaux, mais il y avait pas personne qui se disait hey, je m'en lance entrepreneur. C'était même rare de voir un père pour dire qu'il est entrepreneur. Moi, mon père, c'est un entrepreneur. Il y avait une carrosserie, mais tu regardais ça, tu comme hey, ça m'intéresse pas, là, moi. Avoir une carrosserie. Je me questionnais même pas à savoir c'était quoi la facturation, c'était-tu payant, pis ça. Puis mon père, il roulait, puis dans ça, je me posais pas de questions. Puis il y avait pas d'interaction entre moi et lui à savoir si c'est quelque chose qui était possible. C'était, hey, mon gars va te chercher une job, puis il va faire des études. C'est très à la mode aujourd'hui d'être. Ouais, là, aujourd'hui, je vois totalement l'inverse. C'est comme les jeunes sont comme, qu'est-ce que je peux faire pour, pas travailler pour personne ever? Est-ce que ça va causer un problème un jour? Sûrement. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Fait qu'il y en a qui vont se planter, mais la beauté, c'est que tu peux te planter de 0 à 30 ans. Ben de 0, mettons de 16 ans ou même 12 ans si tu veux commencer à 30 ans. Tu peux te planter. Là. Tu pourrais avoir 12 ans, un jeune pourrait avoir 12 ans, puis travailler, puis ramasser son argent. À un moment donné, il y a 1000$. Puis là, il investit dans une petite business, whatever, qui veut starter. Puis même s'il perd son 1000$, worst case, il va retourner travailler comme qu'il faisait avant. Puis moi, j'ai fait quand je suis venu pour sortir de l'armée, parce qu'à la fin de l'armée, j'étais plus passionné par ce que je faisais. J'avais besoin de. Puis j'ai écouté le conseil à Gary Vee, puis je suis allé me promener dans les ventes de garage. J'ai acheté plein de. J'ai fait un peu de. Pas fait de l'argent, là, mais tu sais, j'ai remboursé mes affaires. C'était cool. Là, c'est ça. OK, l'entrepreneuriat, c'est peut-être. J'aime peut-être ça, là, tu sais. L'entrepreneuriat, je dis tout le temps, il faut que tu saches mettre ta propre limite. Ça veut dire que si, exemple, tu chases juste l'argent, tu vas avoir un problème éventuellement parce que tu seras jamais content. C'est comme... Moi, je suis rendu à cette étape-là. Pas que je chase l'argent, mais je suis jamais content. Parce que j'ai vécu comme ce que moi, je considère mon pic, là.
parce que j'irais pas plus haut que ça. Je me suis rendu à 30 millions de chiffre d'affaires. Je veux rien savoir de retourner là, jamais en 100 ans. J'aimerais mieux aujourd'hui. En fait, je le sais que je suis capable de créer une business à 10 millions puis d'avoir le même profit que quand j'en avais à 30 millions. D'être mieux optimisé au niveau de mes dépenses, mieux optimisé au niveau de mes employés, mieux optimisé au niveau de ma gestion de mon inventaire. J'ai pas besoin de retourner. Fait que j'aimerais mieux aujourd'hui avoir 3 business à 10 millions qu'une à 30. Fait que je me dis, s'il y en a une qui va moins bien, les 2 autres vont pallier. Mais pour le stress puis tout ça, je veux un beau rythme de vie. Ouais. Mais aujourd'hui, tu me dis, je peux partir une business, l'amener à 1 million dans mes poches de profit par année. Je suis capable de faire ça. Ça prend une couple de temps. Là. Ouais. Puis là, comme je dis, là, je travaille, c'est mes enfants qui sont en train de bâtir leur business. Je les aide à arriver à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est drôle, ils n'ont pas ce même... Ils sont pas tant à l'argent. Je veux dire, ils ont vécu dans le luxe, ils ont vécu dans Watt. Comme on dit, ces générations-là, c'est un problème ça avec, parce que tu te dis, hey, j'ai amené mes enfants 10 fois en voyage. Moi, j'ai jamais voyagé de ma vie quand j'étais kid. Là. Fait que là, on leur donne tout. Puis après ça, il faut que tu les ramènes sur Terre à dire, hey, ils réalisent, hey, si je me loue un local, un loyer demain matin, va me coûter 1500. Ben là, je place mon gars, il me dit ça, il dit, c'est parce que je place ça chaque mois pour mettre de côté. Puis il dit, ça me coûterait toutes mes économies. Je dis, ben oui, c'est ça. Welcome to... c'est ça. Welcome to the real life. Les gens, mais ça, les gens ne le voient pas. Ils veulent être entrepreneurs, ils veulent de l'argent facile, ils veulent pas travailler pour quelqu'un. Chris, faut que tu mettes les heures. Il y a plus que ça. Je répète toujours, j'ai rien inventé, mais la constance, la répétition et l'acharnement. Si tu as ces choses-là, la constance, c'est de faire toujours les mêmes choses constamment, puis de façon régulière. Là. C'est pas hey, je m'entraîne, puis je m'entraîne plus, je m'entraîne plus. Ouais. Puis après ça, la répétition, c'est que tu vas faire les mêmes gestes puis les mêmes choses tout le temps à répétition. Puis là, à un moment donné, ça vient plate parce que tu fais toujours la même affaire. Mais c'est ça qui amène... Hey, j'ai fait un post Facebook hier, j'ai eu 3 likes. Ouais, mais demain, tu vas en avoir 4. Ouais. Puis l'autre demain, tu vas en avoir 5, puis 6, puis 7. Puis à un moment donné, hop, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Fait que c'est ça. Mais comment savoir pour quelqu'un si c'est une bonne idée ou pas? T'sais, parce que c'est beau de travailler, mais c'est une idée de merde. C'est ça que je disais tantôt. J'étais allé à une conférence l'autre fois, puis il y avait justement Luc Poirier, il y avait Georges Caram, il y avait François Lambert, Olivier Primo, ESTA. Ouais. Puis ils se sont fait poser cette question-là par Pierre-Yves McSween, puis tout le monde a répondu à la même affaire. Si on avait toute une boule de cristal pour savoir est-ce que ça va être une bonne idée. La seule chose... Je prends souvent un exemple d'un logo. Un logo, c'est laid jusqu'à temps que ça devienne quelque chose, que tu y mets de l'importance. Puis la fameuse phrase de Nike, en fait, si tu écoutes le film sur Michael Jordan, puis quand la mère a négocié avec Nike en disant « Mon gars va avoir une royauté sur chacun des souliers vendus », puis elle dit « Ah, ça marche pas de même, l'industrie. » Ben, elle dit « Ce serait peut-être temps que l'industrie change. » Puis elle dit « Un soulier n'est qu'un vulgaire soulier jusqu'à temps que mon garçon le porte. » Puis ça m'a toujours marqué parce que un logo, c'est pareil. C'est un vulgaire logo. Apple, là, quand ça a sorti, le logo, là, tout le monde m'a dit, je pense pas que quelqu'un a fait comme « Wow, c'est le plus beau logo que j'ai jamais vu de ma vie, une pomme à moitié croquée. Amazon, c'était pareil. T'sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est l'effort, l'acharnement que tu mets autour d'un brand qui devient une idée. Moi, les planchers de garage, tout le monde, je rentrais à Kazan dans mes gentillons. Ben voyons là. Si tu caves comme idée. Voyons, qui c'est qui va mettre ça dans ton garage? J'offrais les planchers gratuitement. Je dis aux gars, hey, les gars, j'ai juste besoin de 3-4 planchers juste pour avoir des photos. Je vais vous le faire gratuitement. Tout. Ben non, pas intéressé. 1 an plus tard, pick-up, nœud, trailer, la business roule. Ouais, là, tu venais faire mon garage. Ouais. Ça roule tes affaires? Oui, moi, t'as le faire, mais tu vas payer. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps ça en affaires. Tu peux pas deviner ce qui va arriver. Ouais. Mais si tu mets l'effort, moi, j'ai toujours dit, si tu mets l'effort, puis tu travailles fort, ça va y arriver. Il n'y a pas d'autre choix. Est-ce que ça peut échouer pareil? Oui. Mais là, et l'acharnement, c'est que même les 2 genoux à terre, moi, c'est jusqu'à mon dernier souffle, m'ont continué à essayer, m'ont continué à pousser. On a eu Nicolas Duverdois qui est venu il y a quelques semaines. Puis lui, avant d'avoir Pure Vodka, avant que ça débouche, 10 ans qu'il disait qu'il travaillait à l'hôpital. 10 ans de temps. Ah oui. Et là, je pensais, Christ, 10 ans de temps, man, à pas lâcher, à continuer à bûcher. Tu sais, le pire, c'est que même si tu as des difficultés, là, mettons, je sais pas, il arrive une bad, là, quelqu'un qui te paye pas, il y a un produit, il y a une défaillance, il y a un rappel, tout peut arriver. Puis là, à un moment donné, là, c'est souvent là, puis ça m'est arrivé, il y a des business, j'essayais, puis là, ça marche pas, puis à un moment donné, tu manques d'argent, puis là, à un moment donné, tu te fais pas payer, puis là, les créanciers commencent à courir après toi, hey, tu m'as pas payé, puis là, les lettres d'avocat commencent à rentrer, puis là, les mises en demeure, puis là,
Là, tu commences à sentir c'est quoi une pression, ben une lourdeur sur l'épaule. Puis là, ça rentre. Puis là, t'arrives à en payer un. Là, tu t'en débarrasses d'un. Il y en a un autre qui arrive parce que là, il y a une job que t'as manqué. Au début, là, j'étais juste ça. Puis j'étais découragé. Là. J'étais comme, je verrai jamais le bout. Puis à un moment donné, tu sais, hop, là, il y en a un que tu t'entends avec. Tu fais comme, garde, sais-tu quoi? Ça va pas bien. Puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, si t'arrives à être transparent puis ouvert, il y a toujours moyen de négocier. Il y a toujours moyen de faire, hey, sais-tu quoi? Je sais que tu m'as vendu les produits. Mais là, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est que c'est soit que tu m'aides ou c'est soit qu'on perd tous les deux. Puis là, OK, je vais t'aider. On va faire ci, on va faire ça. Puis je n'ai vu des entreprises qui sont venues me voir en difficulté. Puis aujourd'hui, ils vont bien. Parce qu'ils n'ont pas abandonné. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est quand tu abandonnes, c'est pas fait pour toi être entrepreneur. Si tu abandonnes, c'est comme moi, j'ai ce discours-là avec mes enfants. On a déjà eu des difficultés, puis j'aurais dit, si on perd tout, vous allez voir ça comment, tu sais. On va recommencer, puis that's it. Est-ce que ça va être ça un jour? On souhaite que ça arrive jamais. Mais tu sais, dans l'adversité, c'est là que les gens, tu vois la vraie valeur d'un entrepreneur, c'est quand ça arrive. J'ai vu que tu commençais Mindset. Oui, ben ça fait déjà, le coaching, honnêtement. Ça? Oui, le coaching, ça fait des... Tu sais, j'ai commencé ça en, je dirais, 2023. J'avais cette idée-là de vouloir le faire. Puis quand je suis arrivé dans le marché, ben il y avait déjà beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça, dans le sens que lui, il fourrait un tel. Lui, c'est pas vrai. Lui, il a pas fait ci. Fait il y en avait tellement, puis qui faisaient tellement de mauvais jobs, j'étais comme... puis encore aujourd'hui, il y a des oui-dire coach que... là, moi, un coach qui n'a pas fait d'argent, tu sais, je suis désolé, le seul argent que tu as fait, c'est en étant coach. C'est ça. Là, je vois ça. Pourquoi tu fais dans ta formation si c'est si payant que ça que tu fais? Fait que moi, ce que j'ai amené comme idée, je dis, sais-tu quoi? Moi, je vais donner une formation sur quelque chose que je fais et que je fais encore. Fait que si les gens embarquent, tant mieux. Puis s'ils embarquent pas, ben moi, j'ai ma business. Puis 1 an plus tard, ils vont se rendre compte que, hey, je me souviens que j'étais intéressé à sa formation. Puis il m'avait parlé qu'il lançait telle affaire. Exemple, les animaleries. Quand on a lancé ça, vous allez vous planter, il y en a ben trop. Il va arriver ci, il va arriver ça. Ça fait 1 an et demi qu'on roule ça. Puis ça va super bien. Puis là, on est rendu à 4 magasins. On va bientôt en avoir peut-être un 5e. Là, soudainement, le doute commence à s'estomper. Ma formation est encore là. Hey, si tu veux venir, aucune pression. Puis au début, je vendais rien. C'était comme, c'est là, ça t'intéresse, t'embarques, ça ne t'intéresse pas. Puis de faire quelque chose comme, je sais pas, je réfléchis à voix haute, faire quelque chose comme Alex Hormozi de Acquisition.com, ça serait-tu quelque chose qui... Je sais pas, c'est parce qu'à un moment donné, tu manques de temps de vouloir, tu sais, comme tout faire, tu sais, oui, il va y avoir du reprenariat. Genre, en fait, à chaque semaine, je regarde les entreprises qui sont à vendre. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant quand tu reprends une entreprise que je commence à analyser. Il y a des gars qui m'ont approché, ils m'ont dit qu'on voudrait que tu embarques avec nous autres. On va s'occuper de tout le back-end. On veut juste que tu sois la voix, que tu sois le gars. On aime ça, genre avec toi, on voit que tu es allumé. On va s'occuper de tout en arrière. Puis tu vas pouvoir être là, puis juste donner ton opinion, faire le développement. Puis ce qu'il y a d'intéressant avec le reprenariat, c'est que des fois, tu es capable de tirer un salaire ou un profit, même en payant ton prêt. Ou même, des fois, tu n'as même pas d'argent à mettre dedans. À ça, les balances de vente, la majorité des gens ne savent même pas c'est quoi une balance de vente. Je parle de ça l'autre fois, c'est quoi une balance de vente, Éric? OK, on a du chemin à faire. Là. Tu comprends ça? Ça, c'est la stratégie numéro 1 pour faire l'acquisition sans mettre une scène. Les banques adorent ça parce qu'ils savent que l'ancien propriétaire a encore les couilles dans les taux. Puis toi, t'es là. Puis là, comme tout le monde est involved, pour dire. Fait que je sais pas. On dirait à un moment donné, c'est comme faut que ton cerveau il arrête. Tu peux pas tout faire. Fait que oui, j'aimerais ça. Mais je regarde, mais en même temps, je suis pas pressé. On analyse. Puis j'aime encore développer des nouvelles idées. Puis en 2027, je vais retourner dans les planchers d'époxy parce que mon contrat va finir. Fait que j'ai ça. Ça, c'est mon... Un non-compete, genre? Ouais, le non-compete, il va finir le 1er août 2027. Fait que ça, c'est comme mon terrain. C'est comme j'arrivais sur un terrain de jeu, puis je le sais que mes compétiteurs veulent pas me revoir. Ça, je le sais parce qu'ils me l'ont déjà annoncé. Ils sont vraiment pas contents que je revienne. Puis en même temps, c'est un terrain de jeu que je connais tout le monde, je connais tous les joueurs. Ça n'a pas vraiment changé. C'est comme si on avait pris une photo il y a 5 ans. Mais là, ça va être dangereux parce que là, tu as encore plus d'expérience. Tu as eu le temps de mûrir tout ça pendant... Là, j'ai eu le temps de peaufiner l'idée. Puis en tout cas, ce qu'on a annoncé en 2027, ça va être intéressant parce que là, le niveau de médias sociaux va augmenter. Moi, je me suis toujours dit, la vie de quelqu'un, c'est un film. Tu sais, je veux dire, j'aime, je sais pas si tu écoutais la NFL ou si tu suis la NFL. Depuis des années, ils ont tout le temps ces vidéos-là avant match, puis c'est tourné de façon cinématographique, puis là, il y a une musique, puis
Puis je me suis dit, l'entrepreneuriat, si ça serait comme ça serait le fun. Si c'était comme ça, excuse. Je dis souvent serait, mais ma femme me reprend, mes enfants. Si c'était comme ça serait le fun. Parce que ça amène un beau côté à l'entrepreneuriat. Quand tu es capable de faire un beau vidéo marketing, de quelque chose d'inspirant, puis quand on a parlé de revenir, parce que je vais avoir des associés là-dedans, parce que j'ai choisi mes partners, ben, tu sais, on va le faire que ça soit inspirant, qu'il y ait une histoire en arrière de ça. C'est pas pour rien qu'on est retourné dans notre ancien local. Il va y avoir quelque chose de... Il y a une histoire. J'ai repris le même bureau, on retourne à la même place jour 1. Fait que ça, pour moi, c'était important parce que je me suis dit, tant qu'à le faire, ben, je veux que mes petits-enfants un jour voient ça puis qu'ils disent, aïe, mon papy, il a fait ça, puis aujourd'hui, il a amené ça. Puis je trouve ça le fun quand il y a des histoires de famille. Fait que pour moi, c'est plus une fierté que d'essayer de gagner quelque chose ou un montant d'argent. Fait que c'est vraiment ce côté-là que je choisis. On est tous avec toi à 100% sur ce projet-là. C'est super cher. Yes. On fait-tu les questions flash? On fait ça. On va gorger avant parce que j'ai l'impression que ça va rouler. 1 minute, répondre au plus de questions possible. Si tu le files pas, on passe puis on va à la prochaine. On y va. On est prêt en studio? Dans 3, 2, 1, c'est parti. Un livre que tu recommandes? Le secret. Un rêve pas encore réalisé? Piloter un jet. Si tu peux avoir un seul pouvoir, lequel serait-il? L'éternité. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? Vétérinaire. Une cause qui te tient à cœur? Les enfants malades. Ton numéro chanceux? Le 7. L'expression que tu dis le plus souvent? Voyons donc. Ta plus grande peur? Mourir. Si tu avais un seul appel, qui appellerais-tu? Ma femme. Ton héros, c'est qui, Eric? Wayne Gretzky. Si tu peux retourner dans le temps à un moment précis, lequel serait-il? En 1980. Ta pire habitude? 20 secondes. Paresse. Si tu pouvais donner tout ton argent à une seule cause, laquelle choisirais-tu? Les enfants malades. Ton prochain achat impulsif serait quoi? Un jet. Une chose que tu dirais à ton plus jeune toi? Lâche pas. Ton plus grand rêve? Aïe, mon plus grand rêve. Je pensais que j'avais répondu à celle-là. Là, tu m'as comme squeezé. Je dis, je vais pas répondre à un enfant. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Mon plus grand rêve. C'est drôle, on dirait qu'en vieillissant, on en a moins. Hey, la prochaine est bonne, par exemple. Vas-y, c'est quoi? La prochaine chose que tu ferais si tu devenais premier ministre du Canada? J'en parle souvent, je couperais l'impôt sur tout ce qui est temps supplémentaire et personnes âgées. 65 ans et plus, tu ne payes plus d'impôts. T'en as assez payé le reste. Ouais. T'arrêtes ça, c'est fini. Ouais. T'en as pas sur ta pension, t'en as pas sur rien. Puis temps supplémentaire, t'en as pas non plus. C'est pas récemment qu'ils ont fait un gros brouhaha parce qu'ils ont enlevé l'impôt sur le type? Quelque chose d'en même. Il n'y avait pas de quoi qui est sorti, bon? Je sais pas. Il parle il y a quelqu'un qui a sorti dans le journal qui a dit, tu sais, je vais pas travailler parce que ça coupe ma pension. Puis là, t'as les fiscalistes qui disent, ça n'a pas d'allure ce qu'ils disent, c'est pas vrai, ça. Non, mais le gars, pourquoi qu'il reste faire chier à travailler? Oui, il se fait couper de l'impôt, puis oui, lui, il juge que le temps qu'il y met, ça ne tente plus. Ouais. Ça change quoi? Le gouvernement a-tu vraiment de quoi à gagner à. Non. À un moment donné, lâche-les. Tu as fait 65 ans, t'en as assez payé. Ouais. Puis le temps supplémentaire, ben, j'en parle souvent, c'est que tu augmenterais tellement la productivité. Pas la productivité d'industrialisation. Ça, je comprends, ça, c'est des machines, puis c'est des technologies. Mais le fait de. Il manque d'employés, il manque de monde. On veut. Moi, mettons, je vends des produits aux États-Unis, j'ai besoin d'en sortir. Il y a plein de gens. Mon beau-père, là, il viendrait travailler un petit 15 heures par semaine. Imagine si je pouvais. Là, on l'héberge, il est chez nous, on paye de la bouffe, on paye de ça, on s'occupe de lui. Mais imagine si je serais capable d'y donner un petit 150$ parce qu'il a fait, je sais pas, moi, mettons, 10 heures, 15$ de l'heure, même si ça serait rien que ça. Même si ça serait 20$ de l'heure, 200$, tiens, par semaine. Hey, lui, il serait fou comme de la merde. Ouais. Tu touche pas à sa pension, touche pas à trop ses affaires. Lui, il est content, il embarque sur son triporteur, puis il va au BMR, il va s'acheter des cossins, il bisoune dans le garage. That's it, là. C'est un moment donné, t'as fini d'avoir ces rêves-là, comme je te dis. C'est ça, mon plus grand rêve. Je pense que j'arrête. Tu regardes les enfants aller, puis c'est juste ça, moi, je suis heureux. That's it. Un jour, avoir des petits-enfants. J'aurais pu dire ça, avoir des petits-enfants, mais ça, on dirait, on prend ça pour acquis, on se dit, ça va arriver, mais on ne le sait pas. Les enfants, ils en veulent, mais tu te dis, ça va être quand? On ne le sait pas. Un jour c'est pas facile pour un jeune aujourd'hui de
de faire sa vie. Les mentalités ont changé. De rencontrer la bonne personne aussi. Ben, tu sais, il y a beaucoup, comme je parlais tantôt, le féminisme extrême qui est toxique. Là, il y en a qui vont dire, une masculiniste aussi. Ouais, mais les deux sont toxiques. Pourquoi que les jeunes sont pas juste comme, aimez-vous, have fun, puis à un moment donné, tu fais comme, hey, ça, c'est la bonne. Puis là, je vois des affaires comme c'est la quantité qui je couche. Ça a changé un peu. C'est surtout que les réseaux. C'est désolant de voir ça, mais tu vois qu'il y a des jeunes qui ont quand même un bon fond, un bon cœur. Tu vois qu'ils sont élevés de bonnes familles, mais ils sont perdus. Moi, c'est ce que je réalise, c'est que les jeunes sont perdus. Depuis la COVID, on dirait qu'ils savent plus où se garrocher, ils cherchent une identité. Puis moi, j'essaie d'être des fois juste un modèle. Puis il y a des gens qui vont dire que je suis le pire modèle qu'il n'y a pas, puis que ça n'a pas d'allure ce que je dis, mais il y a des jeunes qui se reconnaissent là-dedans puis qui sont d'accord. Puis je pense pas que je suis un extrémiste. Je pense que je suis juste, comme tu disais tantôt, polarisant. Mm-hmm. Puis je dis rien de grave, autre que ce que je dirais autour d'un feu, puis on jase en chum, puis peut-être tu me dirais, ça n'a pas d'allure, Rick. Puis je serais comme, ouais, t'as raison, mais je le pense pareil. Ça n'a pas d'allure, mais... Mais tu es une personne logique aussi. Moi, chapeau pour tout ce que tu fais, Merci. Tout ce que tu continues de faire. Je pense que dans l'armée, on disait, protect him at all costs. Puis je pense qu'on protect Watch you my at all six, costs. Ouais. Parce que mon ancien partner, c'est un militaire, justement. Puis, beaucoup de troubles post-traumatiques aussi. Puis, pas facile non plus, ces situations-là. Fait que, j'ai toujours eu peur des militaires. Je veux dire, c'est les gars qui peuvent snapper le plus vite. On dirait, mon tatoueur, des fois, il me tatouait quasiment. Je disais, t'es-tu dans la gorge, là? Ou, il me donnait des claques tout le temps. Je montrais toutes sortes d'affaires. J'étais comme, ah, boy, OK, ces gars-là sont. On dirait que des fois, c'est la limite est mince en snapper. Puis, mais c'est parce que, tu sais, oui, parce que. Pas tout le monde, mais dans l'armée, moi, j'étais dans les métiers de combat, tu sais. Fait que surtout les métiers de combat, mettons, c'était bien vu de péter une coche, tu sais. Non, c'est ça. Peut-être pas bien vu, mais tu sais, d'être agressif, puis d'être. C'était comme un mode de survie, tu sais. Mais quand j'étais allé en Afghanistan, tu sais, il fallait que je sois agressif, là, tu sais. T'as pas de place pour les doux, là. Non. C'est la survie, tu sais. Fait que c'est ça. Merci d'être là, Eric. On pourrait continuer pendant encore une heure. Ça a été long. On a dit, on s'est repris plusieurs fois. Mais on l'a eu, Kim, puis je suis vraiment content d'avoir rencontré. Pas facile de traverser toute Montréal. Ça arrive ça non plus. Là, ça arrive nord, là? Oui, ça arrive nord, là. De même me retourner, je vais être comme, je pense que je vais aller super quelque part, je vais attendre. T'as pas le choix. Je vais souvent au, comment ça s'appelle, c'est-tu à Delson, la pizzeria chez Como. OK. Moi, je vais manger là. Je vais sûrement appeler un de mes chums. Je disais, on va-tu manger chez Como? Oui. Je vais en profiter de faire un stop là. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un projet qui s'en vient? L'épisode va sortir après 2 mois et demi? Projet qui s'en vient, ouais, je pourrais en parler, là, parce qu'on est... En fait, tu vas le premier à qui je l'annonce. Let's go! J'ai pas osé l'annoncer parce que je me dis, c'est ce qu'on parlait tantôt. En fait, je suis en train de suivre ma formation de courtier pour devenir courtier immobilier. Mais non! Oh, oui. C'est pas un Non, c'est pas... je te dis, tu pourrais juste clipper ce bout-là, ça va sortir. Ah ouais. Ouais, c'est pas une joke. Après l'épisode de UB et tout ça, fait que... Ben voyons! J'ai eu beaucoup de propositions. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai quand même bougé beaucoup je sais pas comment le dire, mais ça a fait... Brasser de la marde. Brasser de la marde. Prenons les bons mots. J'ai brassé de la marde dans ce domaine-là. Puis soudainement, je me suis ramassé avec plein de followers pour le bien, en bien ou en mal, de courtiers. Puis j'ai eu beaucoup de messages de haine, mais j'ai eu beaucoup de messages aussi qui m'ont dit, sais-tu quoi, je suis d'accord avec toi, t'as raison, il y a quand même une refonte qui doit se faire là-dedans. Puis j'ai eu des bonnes propositions, des belles propositions, que j'ai dit, regarde, je vais aller suivre la formation, je vais voir qu'est-ce qu'il y en est. Je pense que je suis capable de passer tous les examens, puis ça va bien aller. Ouais. J'ai jusqu'à la fin 2020. Puis pourquoi je l'annonçais pas si je me dis, si je me rends pas jusqu'au bout, le monde va dire, encore une autre affaire que t'as dit que t'as pas faite. Ouais. Mais je vais le faire. Là. Puis ma femme aussi. Fait que là, ce que ça annonce, c'est qu'on a des propositions sur la table pour travailler avec une équipe, travailler avec des gens. On va regarder ça, analyser ça. Mais j'ai aussi l'idée où je peux avoir ma propre agence. Puis ça pourrait être potentiellement un autre intérêt. Puis j'en ai autant commercial des propositions que résidentielles. Fait que là, malheureusement, il faut que je fasse ma licence résidentielle.
Puis tu pouvais faire les deux combinés jusqu'à avant mars, mais là, tu peux plus. Oui, on changeait tout ça. Là, il va falloir que peut-être j'aille leur suivre une autre formation. Pour l'instant, c'est résidentiel que je fais. C'est bon, ça. Fait que oui, ça, comme je te dis, mais que tu le clips, ça va faire comme... ouais. Juste à mettre on peut le clipper ou? Oh, ouais, tu peux le clipper, ça me dérange pas. Là, c'est pas un énorme secret. Là. C'était juste que je me gardais d'en parler. Puis c'était dans mes objectifs cette année, je m'étais mis d'apprendre une nouvelle compétence. Ouais. Puis j'avais le choix entre le AI que j'ai appris, mais je veux pas aller plus loin dans le AI que ce que j'ai appris. C'est suffisant pour mes besoins. Puis le courtier, c'était l'autre. Fait que, comment tu trouves ça à date, l'école de ça? Ben, j'ai suivi, ça fait 2 mois que je suis inscrit, j'ai même pas ouvert à rien. Là, OK. Mais je connais le métier, je connais la... Puis tu sais, c'est pas... je sais où est-ce que je m'en vais dans le luxe, ça c'est sûr et certain. Ouais. C'est luxe ou commercial industriel, un ou l'autre. Puis c'est vraiment par occupation, plus qu'autre chose. Parce que tu sais, à un moment donné, j'arrive proche d'une certaine retraite pareil. Ouais. J'ai pas besoin de gagner des millions. J'ai juste besoin de m'occuper. Je trouve ça cool. Puis, je trouve ça malade. Tu as eu un énorme succès dans la vie. Ouais. Puis tu prends comme un step back. Tu dis, je vais aller comme courtier, tu sais, juste pour... Ben, c'est parce que je sais que, honnêtement, une des choses que j'ai réalisées parmi tout ce temps-là de UB, il y a eu une force qui est arrivée de courtiers qui ont débarqué ces médias sociaux. Puis là, ils ont dit, hey, je vais faire du... Encore à ce jour, je pense que c'est très mauvais ce qui est fait. Tu sais, il y en a très peu qui le réussissent bien. J'ai Jimmy Lemieux qui est un de mes voisins puis qu'il fait super bien son contenu médias sociaux. Je pourrais en nommer d'autres, par exemple, que pas terrible. Là, c'est comme Mathieu Arsenault, je suis désolé, je le connais pas. Là. Ouais. Mais quand il a fait comme c'est site que ça va dans les poches, je suis comme là là. Ouais. C'est comme, tu peux faire parler, mais ça n'a pas bien. Et les estimes vendus, promesses d'achat acceptées, arrêtez-moi ça. Là. C'est ça. Fait que moi, j'ai vu ça. Ouais. Puis quand ma maison, je l'ai mis en vente, j'ai dit, moi, j'étais avec Angel Walker. Super agence, by the way. Puis Patrice Groslot, qui était à la tête de l'agence, j'étais à l'école avec, au cégep. On s'est connus là. Puis, tu sais, j'ai toujours, à cette heure, mes maisons, je fais toujours affaire avec eux. Puis, moi, ce que je trouvais, c'est que, tu sais, le contenu, on dirait, tout le monde a sa façon de faire, mais il n'y a comme pas un standard. Puis, il y a encore une ouverture de te faire connaître comme courtier de la bonne façon. Ouais. Puis, je leur ai dit, donnez-moi le vidéo, je vais le publier, puis je vais vous prouver que checkez bien comment il va péter. Je pense qu'on a eu 1,5 million de vues. Il y a très peu de coursiers qui arrivent à avoir autant ça. Puis oui, c'est ma maison. Oui, c'est moi qui l'ai mis. Mais j'ai comme dit, laisse-moi me montrer que même si j'ai eu comme un shit start avec tout ça, checkez bien comme la quantité de monde que ça va générer. Pourquoi? Parce que j'ai autant... Souvent, les courtiers vont effacer les commentaires négatifs. Moi, je dis, laisse-les là. Laisse-les là. Sers-toi de ça comme... Ça fait parler, puis il y a plus de gens qui voient la maison. Ma maison, c'était une des maisons les plus vues au Québec quand on l'a publié. Puis encore là, si demain matin, je décide de la remettre, avoir encore comme... Tu l'as enlevé du marché? Non, on l'a pas enlevé du marché, mais je veux dire, si je faisais encore une autre publication, juste mettre une photo, ça repart, je vais avoir comme 1200 likes. Mais là, tu vas venir avec un XP, j'espère? Ou, comme j'ai dit, j'ai pas arrêté mon chemin. On va t'amener souper, là. On va jaser ça sur une autre conversation. On verra. Il y a des gens que j'aime pas dans l'industrie, par contre, ceux que je nommerai pas, mais il est arrivé des choses pour lesquelles moi, j'ai vu des failles dans cette industrie-là, puis pour lesquelles, des fois, j'ai milité à l'inverse de... Je pense qu'il y a des bons courtiers. Comme dans n'importe quel métier, il y a des bons et il y a des mauvais. 100%. Puis les mauvais font très mal aux bons, malheureusement. Puis, la règle du 80-20 est très applicable dans le courtage. C'est 20% des courtiers qui font 80% des... Il y a des choses que je vois. Honnêtement, personnellement, là, moi, les gars-là, je trouve ça, c'est l'absurdité totale de l'industrie. Tu vois-tu les médecins commencer à se faire des galas, à se féliciter de savoir qui colle le plus opérer de monde? Il y a beaucoup d'ego. Comme j'ai jamais vu dans n'importe... Il y a énormément d'ego. Dans là, le tu peux clipper ça si tu veux, parce que si tu veux un commentaire qui va te déranger. Mais moi, je l'ai ri l'autre fois, c'est pas moi qui ai fait le commentaire, mais c'est comme si toutes les danseuses étaient rendues comme courtières. Là, c'est comme c'est rendu... Ils ont pris le fashion show américain, où que les filles, quasiment les seins à l'air, pour pas dire, dans leur habillement. Tu peux-tu avoir comme un look professionnel? Qu'on t'aime pour ce que t'as ici. Oui, exact. Au lieu d'être comme, hey, check le pétard, je vais aller l'appeler pour... Je pense que tu as dit parfaitement, ça a été très médiatisé, ça a été à mode. Hey, c'est facile d'être courtier, c'est facile de faire de l'argent. Hey, moi, j'ai du stress, mon gars. Là. Clairement. Je suis au téléphone à 11h le soir. On gère les clients. Mais il y en a des bons,
Il y en a des moins bons. Le salaire moyen d'un courtier au Québec, je pense que c'est comme 50-60 000. Ça n'a pas de sens. Fait que, c'est 5 transactions. Moi, ça, je dis, ceux comme ma courtière, exemple, hyper professionnelle. C'est une belle femme, mais elle est professionnelle dans une agence, c'est professionnel. Il n'y a pas de gala, eux autres, ils font pas ça. Fait que je pense que de faire les choses de la bonne façon, puis d'enlever ce... En fait, c'est juste d'enlever l'objection que le client a. Fait que le gars-là, personne n'aime ça. Il n'y a aucun client vraiment qui est content de voir ça. Si tu viens de donner 40 000 $ de commission, puis tu vois l'autre célébrer qu'un trophée. Ouais. Là, tu fais comme, je me suis fait avoir, moi, là, ou j'aurais-tu pu comme payer moins en commission. Yubi qui débarque avec les négociations de commission. Il y a des courtiers qui aiment Yubi puis qui l'utilisent énormément. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a une refonte de l'industrie qui est correcte. Puis, comme à chaque fois, ça fait un ménage. Les pas bons s'en vont, puis les meilleurs restent. Ouais. Mais oui, ça reste encore un métier controversé. Moi, je veux le faire pour les bonnes raisons. Puis les médias sociaux, de la façon que je les ai gérés, je suis capable d'accepter le fait que... Ma femme, c'est la première fois qu'elle m'a dit, elle dit, voyons donc, tout le monde va dire, t'es massacré pendant des mois, puis là, tu vas aller te joindre. Ouais, mais... Ça va tout péter. Au contraire, je dis, je vais emmener avec une attitude qui vient peut-être d'un vent nouveau. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y en a qui m'aimeront pas. Mais il y en a d'autres qui vont peut-être faire comme, hey, sais-tu quoi, ça fait du bien à l'industrie. Puis je vais continuer à donner mon opinion et à dire de la même façon. Puis si ça fait, ça fait. Puis si ça fait pas, ben j'aurais peut-être pas nécessairement tant besoin de ça non plus. Là. Fait que, non, c'est ça. Fait que moi, comme je dis, j'aime l'industrie, j'aime la vente de maisons. Je pense qu'il y a du contenu qui peut être amené autrement. Ouais. En fait, pourquoi on m'explique jamais la maison? Moi, là, si tu me présentais une maison, tu me montrais tous les petits gadgets. Là. C'est drôle, j'aurais peut-être plus tendance à te dire, hey, je veux aller visiter cette maison-là. Mm-hmm. Puis souvent, je blâmais ça au courtier. Je faisais visiter la maison. Je dis, t'as connais même pas. T'as aucune idée. Tu sais, comme apprends la maison. Moi, je la connais, je peux t'en faire visiter. Ouais. Pourquoi l'industrie permet pas que le propriétaire de la maison, ah ouais, mais là, il y a des commentaires qui vont se passer sur la maison. Ouais, puis c'est lui qui la connaît la maison, c'est pas moi. Fait que tu sais, ça, mais tu sais, encore là, c'est des tendances, c'est des façons de faire. Puis je pense que on verra. Mais indépendamment de ça, j'aimerais ça qu'on aille prendre un drink ou un. On se parlera plus d'affaires off-record. Ouais, c'est ça. Name dropping, là, on pourra. Ouais, ça va être bon. On pourra en faire parce que, comme je te dis, j'ai sûrement des alliés, mais j'ai sûrement des ennemis là-dedans aussi. Et ça fait partie de la game. Là, fait que je suis pas inquiète avec ça. Si tu avais une chose à dire aux gens qui nous écoutent pour finir ça sur pas nécessairement être quote inspirationnel, mais je pense que tu as une grande communauté d'entrepreneurs. Puis au podcast aussi, on pas pour focuser là-dessus, mais je trouve ça important. As-tu quelque chose à dire aux gens les gens en général, sans que ça touche juste les entrepreneurs, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ton propre chemin, tes propres décisions. Les gens font trop de décisions en fonction des autres. Ils sont tout le temps en train de... Tu sais, un entrepreneur, je dis tout le temps, si tu es confiant en ton projet et tu l'aimes, arrête d'écouter les autres. Puis dans la vie, c'est pareil, là, que tu sois pompier, que tu sois infirmière, que tu sois médecin, que whatever le métier que tu veux faire, si t'aimes ça, puis ça te parle en dedans, puis t'aimes ce que tu fais, parce que la première affaire que tu veux, c'est te lever le matin puis aimer ce que tu fais. Parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que te lever puis pas aimer ce que tu fais. Puis tu peux travailler d'une shop puis aimer ce que tu fais. Ça n'a pas d'importance, puis c'est pas toujours pour le salaire. Puis quand les gens arrivent à vivre selon leurs moyens puis faire ce qu'ils aiment, la vie est belle, il n'y en a pas de stress. C'est le seul conseil que je peux te donner. C'est fais ce que toi t'aimes, pas ce que les autres aiment. Mesdames et messieurs, Éric Gravel.